Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de AJ, la seconde série de la chaîne consacrée à mes activités éditoriales. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, l'entretien auteur, pour lequel je reçois Frédéric Thor, l'un des auteurs de la maison d'édition avec qui nous avons publié 4 livres à ce jour, pour nous parler de ces livres, mais pas seulement, parler un petit peu des coulisses de l'édition, pourquoi il a choisi l'édition plutôt que l'autopublication, vous donner un petit peu sa perspective autour de tout un tas de sujets qui, je pense, peuvent vous intéresser même si vous êtes sur un parcours d'autopublication actuellement. Et j'espère que cet entretien va vous apporter de l'éclairage sur tout un tas de points relatifs à l'écriture et à l'édition de façon relativement large. Je remercie par avance tous ceux qui resteront jusqu'à la fin de cet entretien, puisqu'en conclusion, je vous proposerai un petit sondage rapide, histoire de savoir si c'est un format qui vous plaît et que vous avez envie de retrouver à intervalles réguliers sur la chaîne. Je vous dis donc à tout à l'heure et je vous souhaite un très bon entretien. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Je suis contente de t'avoir pour cette première, puisque c'est une première interview ou premier entretien discussion, je préfère ce terme, pour ma chaîne YouTube. Encore jamais testé le format, et ben je suis contente en fait d'essuyer les plâtres, si on peut dire, avec toi. Je précise d'ailleurs que ça fait 24 heures qu'on est sur le sujet. La technique n'a pas été super sympathique avec nous, mais on y est, on commence. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de parler tous les deux de ton activité d'auteur en particulier, puisque tu es auteur de la maison EAJ. On va bien sûr longuement discuter de tout ça. Et puis un petit peu d'autres sujets connexes qui seront, je pense, intéressants pour l'audience de la chaîne, puisque tu sais que ma communauté à la base est plutôt constituée de gens qui recherchent l'autopublication. Oui. Mais parler donc de coulisses de l'édition et d'avoir un petit regard à côté, je pense que ça peut les intéresser. Ils sont assez demandeurs. Et on va parler de tout ça tous les deux et puis avoir ta perspective sur tous ces sujets. En sachant que, je le précise, tu as publié 4 livres chez nous. On Ouais. va rentrer dans le détail derrière. Donc, un en 2020, si je ne dis pas de bêtises, et une trilogie il y a 2 ans, fin 2023. C'est période anniversaire. T'as une meilleure Et on va donc mémoire. les évoquer longuement dans cette discussion. Donc, je te donne la parole, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu la genèse de ton arrivée chez EHJ, et puis ce que tu fais, tout ce qui te vient. Fais-toi plaisir. Alors, si tu me lâches comme ça dans la nature, j'espère, j'espère que les gens qui t'écoutent ont le temps. Ben voilà, moi je suis à la base réalisateur. Euh, je viens d'un parcours d'audiovisuel. Je me suis formé moi-même. J'ai commencé ma carrière en Espagne et j'ai toujours été passionné par l'histoire et la narration. C'est pour ça que j'ai choisi le cinéma. Parce que c'est un truc qui m'a impacté énormément quand j'étais jeune. Et aussi parce que j'ai toujours pensé que les livres, qui finalement, quand on y pense, sont plus accessibles parce qu'on a besoin de moins de recours pour écrire un livre, pour moi, paraissaient plus difficiles. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça allait être plus compliqué d'écrire un livre que de faire un long métrage à 10 millions d'euros, si tu veux. Et donc, je sais pas, les deux sont compliqués. À la fin, après avoir fait les deux sont compliqués. Mais bref, mon parcours vient de là. J'ai eu, ça fait 30 ans maintenant de carrière, j'en ai presque 50. Et à une certaine époque, je me rappelle plus, c'était l'époque des bourriques, hein, un petit peu avant, on va dire 2 ans avant, j'ai eu une crise, une énorme crise où je me suis dit le cinéma c'est fini, arrête tout. Et mon manager m'a dit, bah, écoute, tu as une belle plume, pourquoi tu te mets pas un peu à écrire? J'ai lu tes scénarios, ils sont sympas. Si tu veux être tranquille, prends un de tes scénarios, passe-le en roman et mets-y un peu de littérature, quoi. Et on verra ce que ça donne. Et l'idée m'a plu. Ça a été comme un changement de me dire, bon, ben, écoute, je peux quand même canaliser cette créativité, cette envie de raconter des histoires vers quelque chose, et je vais le tenter. Le Covid est arrivé, et ça m'a permis de finir le livre, comme beaucoup de gens. Je suppose qu'on parlera plus tard de techniques et de choses de petits trucs pour écrire des livres. Et une fois que le livre a été fini, c'est là que je me suis mis en contact avec toi, non?
si je me Tout rappelle. à fait. Est-ce que tu te souviens des circonstances, de la manière dont ça s'est Ah oui, déroulé? moi je cherchais effectivement, mais comme la plupart des gens qui doivent regarder cette chaîne d'ailleurs, euh, avant d'écrire le livre, j'ai cherché des techniques d'écriture. Donc je me suis mis à faire des recherches. Comme je suis très habitué à ça, j'ai toujours fait ça pour ma propre profession. J'ai continué à faire ça. J'ai cherché des tutos, des écrivains, des masterclass, des choses, et je suis tombé sur la chaîne, sur ta chaîne, et sur Tutobar, qui était la plus fournie finalement de toutes, parce que tu vas pas de même morte quand tu donnes des informations. Et, euh, et je me suis dit que c'était très très intéressant. Je l'ai trouvé, moi, plus tard. Tu vois, je l'ai trouvé, cette chaîne, quand je cherchais des infos, pas pour l'écriture, mais pour la publication. Tu vois. Et parce que dans ma tête, mon livre n'était pas assez bon. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse être édité, tu vois. C'est le petit imposteur. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais l'auto-éditer, on verra bien ce que ça donne. Et en cherchant là-dessus, c'est là que je suis tombé sur Tutobar. Et en cherchant sur qui a créé cette chaîne, je me suis rendu compte qu'ils étaient de Toulouse, que vous étiez de Toulouse tous. Et moi aussi. Du coup, je me suis dit, écoute, elle doit manger du cassoulet comme moi, hein. Donc, J'ai pas l'accent chantant comme toi. La grosse différence, moi je suis importée, ça fait longtemps, mais je suis importée à Toulouse. pas l'accent chantant, c'est vrai. Mais le cœur est là. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas la contacter? Parce que j'avais vu que dans ton site aussi, tu avais marqué bien clairement, on ne prend plus de nouveaux manuscrits jusqu'à nouvel ordre. Mais moi, je venais dans une optique d'aller te voir directement, d'essayer d'avoir un rendez-vous pour parler, pour se présenter, et pour m'expliquer des choses par rapport à l'auto-édition. On a réussi à parler, j'ai réussi à avoir ton contact, je ne sais plus si par mail ou par téléphone. Oui, en fait, c'est ton producteur, enfin, ou collègue ou producteur de l'époque qui a tenté le coup d'écrire, d'inventer l'adresse email pour essayer de m'avoir en direct, de pas passer par la boîte habituelle grand public, on va dire. Et il a réussi à rentrer en contact avec moi directement pour discuter, ce qui fait que moi la démarche m'a amusée en même temps, j'ai trouvé ça assez sympathique et on a effectivement décidé de prendre le café tout bêtement. Donc tu es venu et à la base c'était une longue discussion sur Ouais, l'autopublication pour c'était commencer. ça, c'était ça à la Ouais. base. Et je sais pas, les personnalités ont accroché, on s'est bien aimé. Et à la fin, tu m'as dit, bon, écoute, envoie-le ton script quand il sera fini. Je sais pas s'il était tout à fait fini encore. Je me Il rappelle. était pas loin. Il était pas loin. T'étais en train de le repeaufiner pour la énième fois, mais je t'ai tout de suite dit oui effectivement comité de lecture Et, et on va voir ce que ça dit. et voilà, donc je te l'ai envoyé, j'y croyais pas trop. Et finalement, il a été apprécié, hein, le comité de lecture. Je me rappelle qu'il a été apprécié d'ailleurs. C'était intéressant parce que je ne savais pas comment ça se passait dans les dessous d'une maison d'édition. Je ne savais pas qu'il y avait un comité de lecture. Je ne m'étais même pas renseigné parce que je m'en foutais en fait. Comme, comme je pensais que j'allais faire de l'auto-édition, mon propre comité de lecture, c'était moi-même. Et donc, je m'étais auto-validé le livre, si tu veux. Donc, j'allais me publier. Mais là, c'était autre chose. Et d'être lu par d'autres auteurs en plus, la plupart, je crois, de tes gens du comité de lecture sont des auteurs eux-mêmes, je crois. Alors il y en a une petite. Aujourd'hui il est de plus en plus grand, donc c'est de moins en moins vrai. Mais à l'époque en 2020, on va dire qu'il y avait un tiers des membres du CL qui Ouais, étaient auteurs précédemment ouais. et qui avaient envie de s'investir dans la maison à un titre supérieur. Oui, De toute façon, c'était intimidant. oui. Puis il y a un petit mois et demi d'attente là, où on se dit, bon, le temps que les gens lisent le livre, fassent les retours et tout ça. Et les retours avaient été unanimes sur la qualité, mais partagés sur le sujet. Je me rappelle qu'il y avait On va en parler derrière parce que tu vas raconter un petit peu de quoi parlent les bourriques et ce qu'il y a dedans. On une va chose au théâtre. ménager un peu de suspense, mais oui, tout à fait, il y avait une espèce de partage d'opinion, je me Oui, souviens. ouais, ouais, ouais. Mais comme c'était à 100%, oui, ce livre est bon pour publication.
Le reste, c'était juste une opinion personnelle. Euh, le, Tout à fait. le livre, il a été accepté, quoi, en gros. Ce qui était très étonnant pour moi et très valorisant, mais c'était cool. C'était un bon sentiment. Et si tu me demandes de pitcher le livre, je suis extrêmement mauvais pour pitcher mes propres livres, pour essayer. Parce que, Ouais, je sais pas. J'ai toujours été très mauvais parce que il y a déjà une fois que j'ai écrit l'histoire, je l'oublie. Elle est écrite, ça y est, elle est sortie de ma tête. Je me rappelle, c'est bizarre hein, parce que la plupart des auteurs en cinéma ou en livre se rappellent de leurs personnages, du nom, de toute leur histoire, etc. Moi, je me rappelle quasiment même plus des prénoms des personnages de mes livres, une fois qu'ils et ont ça, été. c'est assez fréquent. Ça peut se Ah ouais? produire, surtout quand on en a beaucoup. Oui, enfin, fréquent. Disons que t'es pas une anomalie. Il y a pas mal d'auteurs qui peuvent se retrouver dans cette situation. Bon, sauf si ce sont des séries avec des persos récurrents, des gens qui reviennent. Mais oui, oui, ça montre aussi qu'on s'est beaucoup investi à l'instant T et qu'on est capable de tourner la page derrière pour passer à un autre projet. Parce qu'il y a aussi le syndrome chez certains auteurs de rester prisonniers de leur livre. C'est ceux qui vont le réécrire 14 fois, qui restent dedans et qui le ressassent, tu vois, pendant des fois un petit peu trop longtemps. Donc, faut trouver le juste milieu. Faut pas non plus le jeter avec l'eau du bain, mais il faut savoir s'en détacher le moment venu. Et je pense que ça va. T'es pas non plus complètement perdu. Tu te souviens quand même de l'essentiel. C'est le plus Oui, je important. me rappelle de la base, des thèmes, je me rappelle des noms du personnage et de quelques personnages principaux, de ce que représente leur présence dans le livre, de leur message, de ce que ça, de quel rapport ils ont par rapport à moi. Parce que dans chacun des livres, il y a une partie de moi, surtout dans le second. Enfin, quand je dis le second, c'est la Dans trilogie, la trilogie. ouais, que je considère comme un livre complet, quoi. Là, c'est purement moi. D'ailleurs, j'ai tourné la page, comme tu dis, dans le sens où je l'ai oublié, mais il m'a agrippé, le livre, dans le sens où ce qui se passe dans le livre, c'est en train de m'arriver maintenant. On Et va y revenir. N'en dis on pas va y trop. Ménage le suspense. On va y revenir. Cet épisode continue dans quelques secondes, le temps pour moi de vous rappeler que la chaîne n'existe que grâce à votre soutien. Alors merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne, et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. N'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre le groupe des membres si vous avez envie de soutenir de façon encore plus concrète toute mon activité et celle de la maison. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez tous les détails en vidéo. Je vous remercie pour votre intérêt et votre soutien et je vous souhaite un très bon épisode. Déjà pour les bourriques, tiens, je vais en profiter puisque j'ai prévu le coup. Je vais le montrer à l'écran. Alors j'essaye de faire le point que ce soit bien. Donc là, celui-ci est classé en... Alors il est à cheval, on l'a mis en littérature humoristique, mais ce n'est pas que ça, dans sa catégorie principale. Mais bon, moi je le vois à la croisée de plusieurs genres, d'un point de vue plus purement éditorial. Et est-ce que tu peux au moins, même si tu n'aimes pas faire le pitch, donner la base de ce qui se passe dedans? Quelle est l'intrigue? C'est ça, c'est une comédie familiale, c'est un vaudeville campagnard qui se passe dans un petit village en plein milieu du Lauragais, qui se trouve être mon village, qui tourne autour de cette famille complètement désarticulée, qui va se battre pour une histoire d'héritage. Et on suit l'histoire de Jean, un agriculteur du village d'une quarantaine d'années, récemment divorcé, quitté par sa femme, et qui va recevoir chez lui un étrange cadeau qui va lui transformer son quotidien, on va dire, chambouler tout le quotidien. On a du pastis, on a de la pétanque, on a de l'accent du sud, ça chante, c'est plein de rebondissements, c'est plein d'humour. Il y a des personnages un peu fantaisistes, il y en a d'autres très réalistes.
Beaucoup de gens se sont reconnus dans le livre. Je me suis même fait engueuler dans la rue, mais vraiment menacé. Bon, Euh, faut dire que tu as vraiment transposé ton village quand même. euh, ouais, mais je me suis inspiré, allez, que d'une histoire de famille personnelle, à moi, de ma famille, et d'une autre dont je me rappelle même plus le nom, qui n'était même pas du village, en faisant des recherches par là sur des histoires d'héritage qui tournent mal, tu vois, et tu te rends compte qu'en fait, 80% des familles, ou peut-être plus, ont des problèmes d'héritage. Et, euh, et ça tourne toujours autour, finalement, presque des mêmes problèmes. Les, euh, les sujets sont plus ou moins les mêmes. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec cette personne qui m'accoste dans la rue, qui me dit: Ouais, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Je dis: Quoi? Ouais, de raconter l'histoire de ma famille comme ça, c'est dégueulasse. Et de me faire menacer une fois dans la rue comme ça, c'était marrant, par une personne que je connaissais même pas. Donc c'est là que j'ai vu que j'avais touché quand même quelque chose dans le livre qui était un peu universel. Et puis bon, c'est quand même traité Est-ce sous le... est-ce qu'on parle quand même, je me permets de t'interrompre juste pour dire, est-ce que le cadeau que Jean reçoit, on dit ce que c'est quand même ou pas? Parce que ça a quand même une incidence particulière Oui, dans l'histoire. c'est une poupée, ce qu'on appelle une poupée sexuelle. Pas une. Oui, c'est une poupée sexuelle. Pas une. Merde, une poupée gonflable, pas ça. Mais la version en dessus, qui a un petit système de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle qui est capable de discuter et qui va prendre vie. Et elle va transformer complètement le quotidien de notre genre, qui, à travers elle, va se rendre compte de plein de choses par rapport à sa propre histoire avec sa propre femme. Mais je ne veux pas dire plus. Non. Ce qu'on C'est le... peut dire, c'est que ça permet de justifier, enfin de justifier. Ça explique pourquoi, quand moi je présente le livre autour de moi, je dis qu'il y a une petite touche fantastique à l'intérieur, une Exact. petite part d'irréel, on va dire, qui vient gripper un peu la machine et se glisser dedans. C'est pour ça que je ne classe pas le livre dans une seule catégorie précise. On est à la frontière de diverses choses et il y a ce côté un peu coup de folie qui, c'est vrai que c'est dur sans trop en dire, mais qui, voilà, justifie tout un tas de péripéties Ouais. ensuite derrière. Et qui en même temps pourrait ne pas être du fantastique. Pourrait. Mais il faut l'avoir lu pour ça, quoi. Il faut l'avoir lu. On peut pas en dire plus sans spoiler, là, d'ailleurs. Et ce livre-là, c'est curieux parce que c'était à la base un scénario. C'est moi, quand je suis revenu d'Espagne en 2014, je suis revenu après la crise économique où là-bas, la crise de 2008, elle a été très dure. J'ai réussi à survivre jusqu'en 2014. En 2014, on a fait notre premier long métrage avec mon ancien associé en Espagne. Mais après le long métrage, j'ai pas trouvé de boulot très intéressant là-bas, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer en France et je suis rentré en France. Et j'ai eu l'opportunité de revenir dans ce village-là parce que j'ai hérité d'une maison et je vois pas pourquoi je m'en serais passé. Donc je reviens ici et je me dis qu'est-ce que je vais foutre ici, quoi. Il a fallu repartir de zéro en fait à 45 ans quasiment, retrouver un réseau dans mon métier, tu vois, repartir de zéro. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme long métrage, comme histoire, qu'est-ce que je peux raconter ici dans ce trou. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Et surtout la libération de me dire en fait on peut écrire des histoires surtout partout. C'est pas parce qu'on est dans un petit village qui ne, qui, qui ne se passerait pas quelque chose d'intéressant, tu vois. Et, Partout, il y a toujours des choses à trouver, oui, tout à fait. exactement. Et donc, je m'étais mis à écrire un scénario avec les choses que j'avais autour de moi. J'avais des agriculteurs, des tracteurs. Ma copine de l'époque, qui était à moitié actrice, et donc qui pouvait jouer dedans, elle était espagnole. Donc, le personnage de la poupée est espagnol. Tu vois, tout ce que j'avais autour de moi, je l'ai incorporé dans une histoire, dans un scénario, pour pouvoir le produire après. Donc, c'est resté simple, c'est resté local. Euh, et ce projet est tombé à l'eau parce que j'ai eu ma crise. C'est là que j'ai passé le projet à livre. Ça a été compliqué. Et maintenant que j'ai récupéré un peu le moral et que je suis reparti à fond les ballons dans ma carrière cinématographique, j'ai décidé de reprendre le projet en main et on est en train de monter le projet cinématographique de l'adaptation des Bourriques. Donc je fais le travail inverse, de passer le livre à scénario
Et c'est encore plus dur. Ça a été encore plus dur. Et puis C'est un autre exercice. Ouais. ah ouais, mais et pourtant c'était un scénario à la base. Mais il a complètement été transformé dans le passage au livre. Et maintenant, je suis obligé de faire ce que je peux pour le remettre, pour le remettre en film. Là, il est prêt. Le scénario, je suis à la phase de pré-production, mais c'est intéressant de voir. Mais on en parlera de toute façon à la fin dans tes projets à venir, comment les choses sont en train de se dérouler pour toi, pour voilà garder ce sujet à part parce que ça peut aussi intéresser les gens de savoir un petit Oui, peu oui. où tu en es. Et puis bon, c'est un sacré boulot, donc ça mérite qu'on s'y attarde. Ouais. Donc ça, ok, c'est pour les bourriques, donc qui était le plus léger, on va dire, même s'il y a évidemment des choses très personnelles dedans et que tu es allé creuser un petit peu tout ce qu'il y avait dans ton village. D'ailleurs, si je me souviens bien, tu avais un projet derrière, dans l'esprit des bourriques, qui était prévu, avec une histoire de poule dans le titre, si je ne dis pas de bêtises. Qui a tué ma C'est poule? Qui a tué ma poule? C'est toujours d'actualité? C'est un poulard. Oui, ça serait dans le cadre de la. Je voulais faire une plus pour l'aspect commercial qu'autre chose, et puis pour l'aspect trilogie sur Internet sur Amazon, tu m'avais dit que ça. Pour les bundles, pour Ouais, monter pour les des bundles. séquences de lecture pour Je me les dis, abonnés, oui, tout ouais, à je me fait. dis, j'ai plusieurs histoires à écrire à Montferrand, et ça pourrait être la trilogie Lauragaise, tu vois. Et les bourriques serait le premier volume, qui a tué ma poule, qui serait un poulard, du coup, serait le second volume, et les Goonies de Montferrand serait le troisième volume, qui serait une espèce de Goonies, mais à la sauce lauragaise avec l'accent d'ici, et dans une histoire farfelue avec des cathares et tout ça. Ça serait Donc une série plus qu'une trilogie, puisque là ce serait vraiment séparé, mais une série lauragaise exactement. qui rend hommage à ta région, Oui, il y à aurait ton aussi terroir. éventuellement les dents de la Gamise. L'histoire, ouais, d'un brochet. Tu sais que je sais pas si tu vois le lac de la Gambise, c'est un lac encaissé, entouré de champs, il est énorme. Non, je le connais pas. Ouais, Non, c'est un j'ai pas énorme vu. lac qui est à 5 km de chez moi. Euh, L'idée, c'était que, évidemment, tous ces agriculteurs qui bourrent de pesticides leurs champs, les champs sont sur les abords du lac. Chaque fois qu'il pleut, toute cette pluie ruisselle dans le lac. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas écrire l'histoire d'un poisson qui aurait muté, un brochet, Une fable écologique, voilà, oui. un brochet en l'occurrence, et qui viendrait bouffer des touristes l'été, un peu comme les dents de la mer, tu vois, mais les dents de la Mais Gambie. dans le lauragais. Et c'est un brochet. Ils en trouvent des poissons presque de plus d'1 mètre, hein, des brochets déjà. Donc il suffirait de le faire muter un peu. Ouais, extrapoler un petit peu. C'est des poissons carnivores. Donc ça justifie le truc. Et ça permettrait d'écrire une série B, quoi. C'est sympa. Bon, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les projets Non, prendre des projets, il y forme. en a, hein, il y en a. Ah ça, je le sais. Et donc, justement, après donc la partie plus légère de ce que tu as pu écrire, tu es parti. Je me souviens qu'on a eu cette discussion début 2021, si je me souviens bien. C'était en réflexion, maturation. Et puis les choses ont avancé en 2022 pour une publication fin 2023. Il y a eu coup sur coup les 3 tomes de la trilogie Insight, où là, on passe dans un domaine. Alors, quand tu me l'as vendu au début pour en discuter, c'était de la fantasy en développement personnel. C'est Ouais. comme ça que tu me l'avais présenté. Et forcément, ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? De quoi il me parle? Alors déjà, je vais poser celui-là, je vais montrer à l'écran, je vais essayer de les faire passer comme ça. Donc, le premier tome, l'imposteur, nous avons, et j'ai bien fait dans l'ordre, le passeur, et nous avons le maître. J'essaye Ouais, d'avoir l'éclairage. c'est des couvertures qui font très polar quand on Tout à fait. quand Avec un côté un peu rétro décalé, tout à thriller, fait. ce petit côté un peu Guillaume Musso et tout ça, mais c'était fait exprès justement parce qu'il y a du polar. En fait, ce livre-là, c'est un mélange. C'est pas que du développement personnel et de la fantasy, c'est un mélange de tout, de tout. Il y a, si le premier, il y avait 20%, allez, 30% de moi dedans, celui-là, il y en a peut-être 90%.
Alors donne-nous justement, donne-nous la saisie de départ, le résumé, vraiment le démarrage. Ben, c'est l'histoire d'un écrivain, Alex, bloqué, complètement bloqué, Alexandre, qui est bloqué à un point inimaginable, jusqu'au suicide. Chaque fois qu'il essaye de se mettre à écrire, il en est pris de presque de spasmes, et pourtant, c'est sa passion et c'est sa vie. Il le sait au fond de lui. Il veut absolument écrire, mais il peut pas. Il a cette bête noire qui lui bouffe la tête et qui l'empêche d'écrire. Et il décide, à l'aube de ses, je sais plus si c'est ses 40 ans ou 35, je ne me rappelle plus, le jour de son anniversaire, il décide de se remettre à écrire. Et là, va commencer tout un périple de remise en question totale, de thérapie personnelle pour essayer de se défaire de ses démons, de ses propres démons. Et en parallèle, on va suivre l'histoire de son inconscient, Alexis, qui va vivre 1000 aventures dans son monde intérieur pour le libérer de l'emprise de 3 dictateurs. Voilà, plus ou moins. Donc il y a beaucoup de fantaisie, énormément. Il y a énormément de références à des films, on reconnaît des scènes, on reconnaît l'inspiration, en tout cas, il y a du Matrix, il y a des canons de la Navarone, il y a tout ce que j'aime, il y a du Spielberg, il y a un peu de tout là-dedans, il y a de l'action, de la réflexion, et du développement personnel, du coup, parce que quand même, on suit un Tout personnage. à fait. Il y a toute la partie de l'inconscient qui, sous couvert d'aventures, oui, cinématographiques d'une certaine façon, des aventures au sens avec un grand A, assez incroyable, mené tambour battant, avec plein de rebondissements. Enfin, il lui arrive, c'est inconscient, il lui arrive des tas de choses, mais il y a en permanence un petit raccrochage vers des sujets tout à fait sérieux, euh, et pour lesquels tu as puisé comme on le fait tous généralement quand on écrit, mais à des degrés divers, dans tes propres névroses, ou tes propres angoisses, existentielles, tes inquiétudes, ton rapport à la vie. Est-ce que tu peux en dire parce que bon, clairement le personnage principal, c'est ton avatar, alors fictionnel, bien sûr, mais c'est quand même ton avatar. Est-ce que tu peux, en dire un petit peu plus là-dessus, sans trop dévoiler de choses de l'intrigue, mais sur, à quoi il t'a servi? Comment tu l'as conçu? Pourquoi tu as eu ouais, besoin d'écrire cette histoire? déjà, moi, je marche beaucoup avec des défis. Euh, pour, pour les bourriques, j'avais la terreur. Il y a François Truffaut a toujours dit je fais des films parce que je j'ai jamais su écrire un livre. Et c'est François Truffaut. Et j'étais complètement d'accord avec ça. Moi, je voulais faire des films. Alors, je n'en ai fait que deux dans ma vie de films. Ça serait le troisième, les bourriques là. Mais je vis quand même de ça. Et je vis avec comment on appelle ça, des statistiques, tu vois. Je me dis, ok, j'ai fait que deux films dans ma vie, t'es pas assez bon, t'en as pas fait assez, mais en même temps, pour essayer de me rassurer, t'es quand même un réalisateur qui vit de ton métier. Il y a que 10% des gens, des réalisateurs qui vivent de leur C'est métier. très compliqué, ouais. Voilà, il y a que, je crois, je me rappelle plus exactement, je l'écris justement dans Insight, ça, le pourcentage de gens qui écrivent des livres, qui arrivent à en vivre. Il est minuscule, C'est minuscule. c'est un 0,1% ou 1%, enfin, c'est ridicule. Euh, des gens qui finissent des livres, je crois qu'on est sur du 10% aussi, je crois qu'il n'y a que 10% de gens qui commencent un livre qui vont le finir, de l'écrire. De ces 10%-là, il n'y en a que 1% ou 2%, je ne sais plus, qui sont publiés. Et moi, pour le premier, déjà, j'étais fier de l'avoir fini parce que c'est déjà, c'est déjà un C'est un accomplissement, oui, oui, tout à et fait. en fait, chaque fois, ça va quelque part, hein, je ne dis pas ça pour rien. Chaque fois, c'était un pari sur une bête noire que j'ai à l'intérieur de ma tête, l'imposteur, hein, qui te dit, t'es une merde. N'essaye même pas d'écrire. Tu vas casser la plume va se sécher rien que tellement les mots vont être mauvais, tu vois. Donc n'essaye pas. Et ah ouais, eh ben, je vais le faire quand même. Tu vois, oui, et là tu as, les chiffres qui viennent, mais il y en a, tu seras dans les 90%, tu le finiras jamais ton truc. Ah ouais, mais je vais faire des tutos, je vais regarder
comment faire pour arriver à finir son livre, etc. Il y a des techniques. Je me suis, euh, je me suis mis une discipline de militaire, tu sais, et j'y suis arrivé. Et après, on te dit, ouais, ce qui est dur, c'est d'écrire un second. C'est bien, tu as écrit un premier, mais écrire C'est un le plus dur. second, Le second ou le deuxième, ça dépend de ce qui se passe après, mais c'est le plus difficile. pour moi, maintenant par expérience, c'est le troisième. Ah. Le, le troisième, mais c'est peut-être à cause du second, je sais pas. En tout Mais cas, tu sais, il y a une phrase juste qui dit que potentiellement tout le monde détient suffisamment de choses à dire pour un livre. Tout le monde a un livre en lui, alors sous réserve d'être ah capable de ouais, l'écrire. oui, Mais beaucoup de gens n'en ont pas un deuxième. En tout cas, le matériau n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et puis derrière, il faut bien sûr la motivation, la discipline, il faut tout un tas de choses oui, additionnelles. Mais on dit souvent, c'est cette phrase, je sais plus de qui elle est à la base, que tout le monde a un livre en lui, chacun a un livre en lui, plus ou moins. Et puis que derrière, la confirmation, elle est très compliquée. oui, exactement. Voilà. Euh, Avec moi, elle n'a pas été. Parce que j'ai quand même écrit un livre qui est 3 fois plus grand que le premier. Dans le second, c'est 3 volumes, hein, qui sont plus. Disons qu'un volume de Insight, c'est équivalent à un bourrique, je pense, plus ou moins. Pratiquement, oui, À part le dernier pratiquement, volume qui est plus gros. qui est Le, plus gros. le- Tu as un peu plus petit par unité, mais oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. et donc, c'est comme. Ouais, c'est 3 livres, hein. J'ai écrit 3 livres en un, en fait. Et, et il a été. Je sais pas si. J'arrive pas à me rendre compte s'il a été plus dur ou moins dur que le premier. Parce que quand tu as la tête dedans, tu as la tête dedans. Moi, quand je suis dedans, je réfléchis plus, je fais. Et, euh, et je réfléchis qu'à ce que je fais. Alors, il n'y a plus tu le finiras jamais. Ça n'existait pas au second. Parce que j'avais fini le premier, justement. Donc, je savais que j'allais finir le second. C'était plus une question. La question, c'était est-ce que ça va être bon? Parce que tu passes, le premier était écrit, c'est un livre écrit au présent. Celui-là, c'est un livre écrit au passé. C'était un peu plus compliqué. Pour moi, j'ai un problème de concordance de temps. Euh, Pourtant, j'essaye, mais il y a un problème de concordance de temps. Le concept, et pourtant, c'est plus joli. Je crois que j'ai écrit un second livre plus beau que le premier, techniquement. Quand je le relis, quand je relis des passages et des machins, au gré des pages, je me dis, des fois, je me demande si c'est moi qui l'ai écrit, même, des fois, tu vois, ça me surprend. Euh, et quand je suis au moment de l'écrire, je le vois vraiment très mauvais. Tu vois, c'est presque une torture sur le moment. Jusqu'à ce qu'il y ait un mois ou deux qui passent, où là, tu le relis et tu vois que c'était pas si mal que ça. Et plus le temps passe, plus je vois que c'était finalement pas mauvais. Donc, comme je le sais ça, je continue à écrire. Je sais que le sentiment présent, il est mauvais. Qu'est-ce que c'est mauvais ce que tu écris. Mais je sais que dans un mois, je vais le trouver plutôt pas mal. En tout cas, c'est Ouais. l'expérience que j'en ai, tu vois. Donc, je continue. Mais c'est pas là qu'on en était. C'était pourquoi justement j'en suis arrivé à l'imposteur, à écrire l'imposteur. Et donc, ça représentait un défi, le défi de justement surpasser le premier livre et écrire le second, qui apparemment est quelque chose de difficile, qui pour moi l'a pas été. Et je me suis dit, ben, il faut trouver un sujet. Pourquoi ne pas écrire justement sur ce qui pourrait t'empêcher d'écrire le livre? C'est cet imposteur. On va le personnifier et on va essayer, en l'écrivant, de le tuer, de s'en libérer. Tu vas l'écrire, le décrire, le personnifier, tu vas le tuer. Et tu vas essayer de te libérer de ta bête noire et au passage, renseigne-toi auprès de psychologues, de psychiatres et de gens et essaye de fournir des outils simples dans le livre pour que les gens qui pourraient passer la même, Par le même type d'épreuve, oui, tout à fait. la même crise. J'ai appris après, je l'ai appris après, que cette crise s'appelle la nuit noire de l'âme. Et c'est un terme super joli que j'ai appris trop tard, le livre est publié, mais qui était très littéraire. Mais bon, la nuit noire de l'âme, c'est quand plus rien n'a de sens, quand tous les repères s'écroulent autour de nous, que
Euh, on a du mal, on a vraiment du mal. Il faut qu'on se reconstruise presque une identité, quoi. C'est ce que passe le personnage principal, finalement. Il touche le fond et il va se reconstruire. Et je me suis dit que ça serait un bon second livre pour tuer justement le possible imposteur qui m'empêcherait de le faire et de lui faire me fermer sa gueule, quoi, une bonne fois pour toutes. Et Et de pouvoir passer à un autre stade dans ton approche de exactement, l'écriture et de ce que c'est que de pouvoir se revendiquer auteur, sans se prendre pour, oui, je ne sais trop qui, c'est pas le sujet, mais exact, d'être, comment dire? Recentré et calé, par rapport à, la réalité de oui, l'activité, tout ouais. simplement. Et il y a eu autre chose. Les bourriques étaient limités par un budget, c'est-à-dire que les bourriques a été écrit pour être un film. Et donc, c'était limité par un budget. Là, je me suis dit, ce film-là, de toute façon, jamais personne me financerait un truc comme ça, comme Insight. C'est beaucoup trop cher. Ce serait un film à 20 ou 30 millions d'euros minimum. Je me suis dit, donc, ne sois plus limité, lâche-toi. Donc, il y a du grandiose dans le film, il y a du cinéma que j'aime. Tu as de la bataille de Seigneur des Anneaux, il y a de tout là-dedans. Il y a de grandes guerres entre des pensées positives et des pensées négatives. Il y a, il y a- il y a beaucoup d'effets spéciaux dans C'est l'avantage du livre, par rapport, au film en tant ça, que tel, on peut ouais, ça coûte rien. se laisser aller comme on veut, quoi. Ça coûte rien. Et ça a été un vrai plaisir. Du coup, ce second livre a été presque une libération. Il était chouette, quoi. Il était fun. Il y avait tous mes codes, il y avait tout le cinéma que j'aimais dedans, des références à tout ça. C'est assez compliqué. J'ai vu que les gens ne sont plus autant habitués avant à lire qu'avant. Et donc, Oh oui. cette narration, pourtant, qui est pas très compliquée, qui est une narration entre le présent d'un personnage dans le monde réel Le monde réel et le temps réel et versus, le monde de l'inconscient versus le qui monde de se mène en l'inconscient. parallèle. C'est juste deux lignes temporaires qui vont en même temps et qui ont un peu d'incidence l'une avec l'autre. Rien que ça, il fallait pas aller plus loin, quoi. Parce que sinon j'aurais perdu les gens. Euh, Surtout les gens âgés. J'ai remarqué que la génération de ma mère a dû le relire deux fois, le livre, pour le comprendre. Les plus jeunes, non. C'est passé direct parce qu'ils sont habitués aux narrations en parallèle avec les films, avec les séries, avec tout Bah, de ça. toute façon, voilà, c'est une, narration qui est, à la croisée, bah, de trois choses qu'on aime tous les 2. C'est aussi ça qui nous a rapprochés dès 2020 et qui fait qu'on a avancé ensemble. C'est, effectivement, à côté des livres, le cinéma, la série et le jeu vidéo, qui sont clairement trois manières différentes et complémentaires de, travailler le récit. Et les gens sur la chaîne ont l'habitude que je leur casse les pieds à longueur de temps dans mes épisodes en leur expliquant que l'histoire n'est pas le récit n'est pas l'histoire, et c'est ça tout l'intérêt, notamment en littérature, de travailler une histoire qui pourrait être banale, mais pour en faire un récit particulier. Ce mécanisme-là, pour aboutir à un récit, il y a plein de méthodes différentes pour y parvenir. Oui, Et je pense que cinéma, série, où on a beaucoup plus de temps pour faire les choses, et jeux vidéo sont des médias complémentaires qui viennent se nourrir de livres, et les livres se nourrissent d'eux dans l'autre sens oui, également. Moi, je sais qu'en tant qu'auteur, j'ai une grande tendance à construire mes récits sur des inspirations, alors pas des inspirations de fond, mais sur la forme, des choses que j'ai pu expérimenter en tant que joueuse ou en tant que ma spécialité, c'est vraiment la série vidéo. Euh, Bien sûr que ça communique et que tu oui. retrouves Ah des oui. choses là-dedans. Et dans Insight, c'est évident, et je pense que les publics plus âgés, c'est peut-être ça qui les a un petit peu déconcertés, parce que ils sont dans des formats plus classiques Ouais, et qu'ils sont moins habitués comme ça à avoir des choses qu'on retrouve dans des médias plus modernes sur les 20 dernières années, quoi. ouais. Bah, ouais. Ah, j'ai eu de très bons retours aussi. Globalement, ça c'est le plus plaisant, hein, d'écrire un livre finalement, ou de produire quelque chose. C'est le plus plaisant. C'est quand c'est enfin confronté toute cette masse de travail, confronté à sa vie, quoi, au public et au lecteur ou au spectateur quand c'est un truc audiovisuel ou un jeu, si c'est un jeu. C'est quand on vient te voir
pour les bourriques, par exemple, on m'a croisé plusieurs fois d'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois cette remarque. Tu peux pas savoir comme ton livre m'a fait du bien. Et c'était sorti pour le Covid, donc il y a. Pour le coup, c'est tombé dans une période où je pense, et de toute façon, il y a un avant et il y a un après Covid, c'est-à-dire que nous, on l'a senti, y compris chez nos lecteurs, depuis, sans rentrer dans des débats politiques, c'est pas le sujet de la chaîne ici, mais bon, tu me connais, tu sais que c'est le genre de choses qui, en toile de fond, motive mon existence. Et il y a eu un avant et un après avec un niveau d'effondrement émotionnel, mental, moral. Alors ça dépend des gens et ça dépend des contextes, mais on a clairement senti quelque chose là-dessus qui est resté. Il n'y a pas juste eu quelques mois et puis c'est bon, on revient à la normale. On n'est jamais revenu à la normale réellement. Et effectivement, les bourriques est sorti dans une période où les gens s'accrochaient aux branches pour plein de raisons, Mm. notamment le confinement et toutes les bêtises. Enfin bon, je garde mon opinion pour moi. Pas seulement une question d'être malade ou de pas être malade, mais une question de remettre du sens dans les existences. Et j'ai eu un formateur en management il y a des années de ça, qui a, sa formule fétiche, c'était quand il se levait le matin, quelle bonne raison ai-je de me réjouir. Mm. Et là, c'est une période où franchement, pour la plupart des gens, il n'y en avait pas. Euh, Très peu. Et les bourriques est sorti, moi je l'ai vu dans les quantités de critiques, enfin de retours d'avis qu'on a eu un peu partout sur les plateformes, dans notre boutique, à divers endroits. C'était, il me fallait ça pour retrouver le sourire déjà, et puis pour retrouver une bonne raison de cultiver mon moral, parce que autrement tout fout le camp quoi. ouais. Il y a, C'était très compliqué pour les gens. il y a le Sud aussi, le Sud qui respire dans chaque page. On entend cet accent dans chaque Carrément, page. oui, oui. Et le Sud, souvent, c'est synonyme inconsciemment de vacances, tu vois, de, de bien-être, d'apéro, de potes, de soleil, tout ça. Et donc, ça leur faisait du bien. Je pense que ce livre-là a été reçu Complètement. comme ça. Et l'autre, euh, c'est l'inventivité a plu. Et ça m'a fait plaisir aussi parce que c'était pour moi, c'est un hymne à l'imagination. C'est Au pouvoir créateur et ouais, créatif, oui, tout à c'est fait. un hymne à l'imagination. Le Ouais, livre, j'ai voulu imaginer le plus loin possible que je pouvais dans ce thème-là. Alors, on peut toujours aller plus loin, hein. Mais si on, c'est ce que tu dis, si on n'arrête pas de retoucher, on ne finit jamais. Et ça sera pour les prochains. Mais en gros, c'est une profusion imaginative. Il y a de tout, même les dialogues sont transformés, les personnages parlent une langue avec des mots inspirés un peu du québécois et transformés. Tu sais, à mi-chemin avec de l'argot, oui, ouais, c'était très rigolo. Et je précise que c'est pour marquer stylistiquement la différence entre le monde réel et le monde intérieur de l'inconscient. exact. Puisse, en quelques lignes, on sait exactement où on est parce que les personnages de l'inconscient ont leur manière à eux de s'exprimer. Ouais, puis Et l'univers. on comprend très bien, hein, je veux dire, avec le contexte, il n'y a aucun problème. Oui, oui, et puis l'ambiance des scènes est bien décrite, on sent presque les lumières, la mise en scène à chaque fois. Ça, c'est une manière d'écrire que j'ai, comme je viens du cinéma, on a l'impression de voir une histoire. Euh, je sais pas si c'est bon, ça, euh, pour la littérature. Je sais pas. Mais parce que des fois, je prends un roman. Et tu le vois, c'est un roman de romancier, tu sais, qui a une histoire, tu vois la différence. C'est vraiment un écrivain littéraire. Tu sais, là, dans mon cas, c'est plus euh, un écrivain narratif, romancier d'ambiance, quoi, de sensations, même s'il y a des jolies phrases, hein, il y a quand même chaque fois que je peux, je cale une jolie phrase quand elle me vient. Mais elle me vient pas. Il y a pas la quantité de métaphores lyriques qu'on peut avoir dans un. Oui, mais c'est pas une fin en soi, hein. Ouais. Non, non, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi du tout. C'est Mais ce pourquoi je milite d'ailleurs régulièrement. je sais. Euh, Et moi, c'est ce qui m'a réconcilié, enfin, ce qui m'a permis d'en écrire, parce que pour moi, c'était ça, la littérature, et c'est pour ça que j'ai jamais osé. Tu sais, je me sentais pas du tout
au niveau. Et maintenant, quand je me relis et que je lis des gens qui ont vraiment réussi dans la littérature, comme ou du Musso, c'est simple. C'est vraiment simple l'écriture. C'est le petit génie qu'ils ont, c'est dans la construction des histoires et des personnages. C'est un tout, ça fera référence pour ceux qui nous regarderont et qui suivent dans Tuto Bar toute la série des 6 piliers de l'écriture d'un roman avec tout ce qu'il y a derrière comme épisode. Ils savent que je milite pour l'idée que la plume n'est qu'un élément. Je dis pas qu'évidemment elle n'est pas importante, hein, Elle est mais ce morte. n'est qu'un élément parmi, dans ma nomenclature à moi, 6 grandes catégories de choses qu'il faut savoir faire et travailler en tant qu'auteur de fiction pour un roman. Et à se focaliser, comme beaucoup le font, sur la plume, ils en oublient tout le reste. Or, à la base, un lecteur, quand il achète un livre, c'est pas pour s'envoyer un dictionnaire avec des jolies formules dedans, c'est pour s'envoyer un récit, quelque chose qui va le faire voyager de la meilleure méthode possible, hein. Il faut que ce soit effectivement respectueux du lecteur sur la forme, mais le fond est indispensable. Et il y a trop souvent, parce qu'on n'a pas d'école, notamment en France, il y a l'école du scénario, mais il n'y a pas d'école d'écriture en tant que telle, comme on a par exemple chez les anglo-saxons. Et ça se sent, c'est-à-dire que on a beaucoup d'auteurs débutants qui ont une tendance à se regarder écrire. Est-ce que j'ai bien, quoi? Est-ce que c'est beau? Est-ce que voilà? Mais tout le reste est laissé au second plan, alors que c'est ce qui fait qu'on va aller payer 20 ou 25 balles pour acheter un livre papier. C'est quand même le minimum, j'ai envie de dire, que le cheminement, l'histoire soit transformée dans un joli récit et que le lecteur accomplisse un voyage comme il va le faire avec un film ou les autres médias qu'on a pu citer. Et ça semble évident quand on parle de cinéma. Si je dis à quelqu'un le réalisateur est super, mais le scénariste est nul. Est-ce que tu as envie de voir le film? Il va pas être très motivé, tu vois. Donc c'est super hein, d'avoir un réa qui te fait des plans de caméra de folie. Moi je veux bien, mais si l'histoire tient sur un torchon, n'a aucun intérêt, que voilà, il n'y a pas de construction, le film s'écroule de lui-même. Ouais, Et quand on l'explique pour le livre, en disant que c'est particulier le livre parce que c'est la même personne qui a les deux casquettes ouais. sur le fond et la forme. Là où souvent, au cinéma et en série bien sûr, on a une distinction complète entre les rôles. On a une équipe énorme au cinéma. L'équipe est énorme et celui qui conçoit de quoi on va parler et celui qui conçoit comment on va en parler sont souvent deux personnes différentes. Dans le livre, l'auteur fait tout du sol au plafond et faire abstraction de plus de la moitié facilement du travail en amont, moi, ça me laisse toujours un peu rêveuse. Et c'est pour ça que je milite, notamment sur cette chaîne dans mes vidéos, pour leur dire, OK, bien écrire, oui, évidemment, autrement faites autre chose, mais travaillez tout le reste. Ouais, Ça, c'est indispensable. j'ai presque envie de te dire la qualité d'écriture avec la maturité là maintenant que j'ai pu avoir, la petite maturité que j'ai, c'est plus devenu un obstacle pour moi, c'est devenu un outil. Je l'ai vu par exemple dans ce que tu disais d'inventer une façon de parler pour différencier le monde réel du monde intérieur de fantaisiste dans Insight. Euh, Clairement, là, la littérature est devenue un outil. En lisant une forme, on sait où on est. Et ça sert l'histoire, Tout à du fait. coup. Et c'est pas juste pour faire joli ou Ça pour sert. être là parce qu'il fallait mettre un truc. Et pour faire l'analogie, en fait, il faut utiliser la qualité littéraire euh, au service de l'histoire. Si on va raconter une histoire, par exemple, je suppose, c'est pour ça que je le ferai très certainement pas, moi, qui se passe au XVIe ou XVIIe siècle, il faut qu'on ait un niveau littéraire qui soit à la hauteur du XVIe ou XVIIe siècle, de ce qu'on en connaît, de ce qu'on en connaît dans l'inconscient, où ça parlait, il y avait une verve incroyable à cette époque-là. Tout à fait. C'était magnifique. Donc, d'utiliser cette littérature-là, ça a du sens. Mais on va pas faire parler un mec de banlieue qui vend du crack dans un bas-fond dégueulasse, qui a eu pas d'éducation, etc. Si on crée un personnage comme ça, on va pas le faire parler comme Shakespeare. C'est pas possible. Tout à fait. Ou à Ça fait moins, partie des choses sur lesquelles je milite. J'ai un épisode sur l'écriture des dialogues, notamment, où j'avais commencé à l'aborder. Je dois en refaire un plus, vraiment les dialogues dans le détail, sur
leur intérêt, parce qu'il y a deux fonctions majeures pour un dialogue dans un livre. Si ça ne remplit pas au moins un de ces deux objectifs, le dialogue n'a aucun intérêt et c'est poubelle. Donc je suis assez radicale là-dessus, mais j'y reviendrai dans un épisode de Tuto Bar. Et effectivement, il y a, notamment chez les débutants, pas mal de difficultés sur cette logique-là, qui est que la plume, c'est dans la boîte à outils, ou un marteau, ou un tournevis, ou une clé à molette, en fonction de l'instant, de ce qu'on est en train d'écrire, Ouais. du propos et de l'objectif. Et en aucun cas, ce n'est une fin en soi. Autrement, il faut faire autre chose. Il faut faire purement de la poésie. Et même dans la poésie, il y a un objectif. Mais voilà, on veut mettre la forme en avant plus que le fond. Oui. Dans le roman, c'est pas le sujet. Ouais. La plume est un outil, un compagnon de tout le reste, et il faut la traiter en tant que telle, ni plus ni moins en réalité. Moi, la forme sert l'histoire. Si on doit décrire une scène dégueulasse de torture ou presque la narration de la scène doit être dégueulasse et c'est l'histoire de sensation. C'est pareil au cinéma. Si on filme une scène qui est supposée être dégueulasse d'une manière clinique et parfaite, elle sera. Ou alors c'est pour créer un effet de malaise, ça peut se produire si c'est volontaire et calculé, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le justifier. Mais il faut que l'intention soit claire. Ça m'a libéré, ce genre de réflexion, par exemple. Tu vois, de me dire, non, t'es pas obligé d'écrire au niveau de Jean-Jacques Rousseau, tu vois. Ou de faire du Balzac, ou voilà. Oui. Et même si je les admire, hein, tu vois, un Alexandre Dumas, tout ça, qui est quand même le papa du blockbuster. Alexandre Dumas, il écrivait des romans sur des blocs. C'est la littérature de ma fin d'enfance, début d'adolescence. J'étais à fond dedans. Et c'est toujours d'actualité, on le voit, hein, plus gros succès. Je crois que j'ai développé tout mon militantisme interne et naturel vers 11-12 ans. Ça devait être ça, avec le Comte de Monte Cristo. J'étais tellement révoltée. Alors je veux pas en dire trop parce qu'il y en a qui ne l'ont peut-être pas lu, mais si c'est le cas, il faut à tout prix que les gens le lisent d'urgence. J'étais révoltée. J'en ai pleuré, mais j'étais vraiment vraiment très mal. Je l'ai relu plus tard à l'âge adulte en étant un peu plus posée, mais je pense que ça fait partie des 4-5 livres qui ont chez moi déclenché. J'avais le caractère pour, bien sûr, mais cette fibre de faut pas se laisser faire. Voilà, ce caractère que j'ai travaillé par la suite, petit côté à la fois rebelle, révolté, militant, voilà. C'est parti notamment de là parce que ce roman est génial. Ouais. Voilà, mais je veux pas trop en dire pour éviter les spoilers, comme on dit. Il y a des livres qui peuvent transformer profondément, oui, qui peuvent toucher quelque chose au fond de nous qui est incroyable, quoi. Faut lire. Il faut lire et il faut procéder à des rencontres littéraires, c'est-à-dire qu'un livre, bien sûr que des fois on lit juste pour se détendre parce que voilà, on veut s'échapper 5 minutes. Bon, je ne jette absolument pas la pierre à ce type de lecture-là, mais ça ne devrait pas être la seule lecture et il faut que normalement les livres créent des réactions épidermiques, alors de toutes sortes, hein. Ça peut être de grands moments de joie, de grands moments de bonheur, de grands moments de désespoir, des envies de révolte, de colère, d'avoir envie de tomber amoureux. Il peut y avoir plein de raisons d'être épidermique devant un livre, mais à mon sens, le livre qui a raté un petit peu sa cible, c'est le livre qu'on referme en ayant 2 jours après à moitié oublié ce qu'il y avait dedans et qui ne nous laisse pas dans un état un peu fébrile, pour une raison X ou Y, hein. Les raisons sont multiples, encore une fois. Et il faut qu'il en reste une trace avec quelque chose où on met un peu de sa chair à l'intérieur en tant que lecteur. Et ça se travaille aussi en tant qu'écrivain, la culture de l'intérêt, de l'intérêt d'attention du lecteur. C'est pareil au cinéma et en vidéo, hein, dans les films, ça se travaille. Il y a des moments où il faut envoyer quelque chose pour tenir le lecteur. Moi, quand j'écris, je me fais un diagramme sur un tableau de toutes les scènes où je mets avec des post-it de couleurs un enchaînement de scènes et les post-it représentent scènes d'action, scènes d'exposition, scènes d'émotion. Tu vois. Et ça me permet de voir
sur un timeline de tout le film, visuellement, par couleur, la quantité d'émotions, d'action ou d'exposition qu'il y a dans l'histoire et surtout le rythme. Il y a des fois où je Tout vois, à fait, il y a toute la rythmique. trop Mais d'exposition et d'émotions, tu vois. Et je sais qu'il faut mettre une action. Alors une action, ça peut être simplement quelqu'un s'en va en courant, c'est une oui, action. oui, ça peut être plein de choses, mais c'est ta manière très visuelle parce que tu es côté cinéma aussi, donc c'est plus parlant pour toi, mais c'est exactement tout ce que j'ai décrit dans le double épisode sur la structuration du récit. Je renvoie l'audience également, que ça intéresse, à ces épisodes où je leur ai montré à l'écran dans la deuxième grande partie, tous mes tableaux à moi de structuration pour l'une de mes trilogies, pour leur montrer concrètement ce qu'on pouvait mettre dedans et comment la pire des idées, surtout quand on débute, a fortiori quand on débute, partir bille en tête avec une vague histoire en espérant écrire un livre, c'est à peu près la pire des idées. Oui, Alors, j'ai des détracteurs sur cette question, des gens que je n'arriverai jamais à convaincre parce ils se refusent à l'expérimenter, mais je reste persuadée, et j'enfonce encore le clou aujourd'hui, que 100% des livres que nous, on a reçus en tant que maison d'édition ou dans notre offre de service depuis maintenant 13 ans, 100% des livres qu'on a reçus qui avaient des problèmes de chapitres faibles, de rythme cassé, de trucs où on sent que ça va pas. C'est comme si on avait une chanson où il n'y avait que des couplets et jamais de refrain. ouais. C'est quand même très étrange. On sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. 100% de tous ces livres, quand on a interrogé les auteurs derrière, le seul point en commun, mais 100% des cas qu'ils avaient tous, c'était vraiment l'absence de structuration en amont. C'est-à-dire, venez comme vous êtes, on part tout droit et on verra bien où on arrive. Et c'est à peu près la recette d'une catastrophe assurée à l'autre Moi, bout. je crois que ça requiert une certaine quantité de génie pour arriver à écrire un livre en écriture automatique. Et Ou que de ça- métier, tout simplement. Il y en a, on me dit, oui, mais tel auteur, Stephen King, il le fait pas. Ouais, mais Stephen King, il a 40 bouquins derrière lui. Si, il le fait, Il y en mais a il l'écrit 50. pas. À la limite, parce que j'avais lu une interview là-dessus, bon, il le fait juste par automatisme parce que c'est devenu une seconde, il fait ça toute la journée. Ça veut pas dire qu'il y réfléchit pas. Ça veut dire qu'il a peut-être moins besoin d'un tableau Excel qu'une personne qui a décidé de pondre son premier livre et qui débute. La matérialisation de la chose va être différente. Mais bien sûr qu'il y réfléchit. Ah Parce oui, qu'il sait à quel point, en face, le lecteur n'a pas envie d'être pris pour un idiot. j'ai recherché un peu justement sur sa routine. Il écrit très tôt le matin, il écrit jusqu'à midi, à midi il arrête. Il se laisse l'après-midi justement pour vivre, passer du temps avec sa femme, ses petits-enfants, ses enfants, et pour, avec des balades, aller chercher, puiser un petit peu les idées pour l'histoire. Donc oui, il réfléchit forcément, quoi. Puis bon, c'est Stephen King quand même, c'est quand même un des mecs. Voilà, c'est Stephen King. Donc le prendre au bout de plus de 40 ans de carrière en disant oui, j'ai lu quelque part dans une interview qui disait qu'il fallait aller se laisser à sa créativité. Ça, c'est les belles paroles pour mettre dans les articles de journaux, magazines et faire croire à tout le monde que tout le monde est capable d'écrire un livre propre, bien fini ou quoi. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, et oui, il faut admettre que l'écriture d'un livre, l'écriture finale, c'est souvent 15% seulement du travail au bout du bout et qu'avant ça, sous le niveau de la mer, il y a une quantité de travail préliminaire extrêmement importante, comme pour toi dans le domaine cinéma. Scénaristes, dialoguistes et autres vont travailler en amont énormément et que c'est pas 100% du truc se déroule sur le plateau de tournage. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Voilà, tout. c'est le petit parallèle qu'on peut faire entre les deux. Ouais. Est-ce qu'il y a des points que tu as envie de rajouter là-dessus? J'ai pas raconté le processus. Je sais pas si tu veux que j'en parle ou. Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, Laisse-moi me recalibrer vite fait parce que c'est pas un processus que je suis en train d'appliquer actuellement. Là, je suis sur la création d'un film, donc c'est pas la même. Oui, tu es dans une autre phase, ça a fait appel à d'autres choses, C'est pas la même effectivement. dynamique du tout. Tu Euh, avais des routines en ouais, particulier? Je j'avais des pense routines, notamment à Insight qui s'est étalé sur pas mal de temps. des routines qui étaient la même pour les deux. C'était finalement la même. Moi, je suis un mec de routine et j'ai recherché beaucoup sur beaucoup de routines de beaucoup d'écrivains. Euh, Elle est vraiment particulière à chacun. C'est vraiment, il n'y en a pas de bonne, pas de mauvaise. Il faut simplement trouver la sienne. Moi, je sais que là où j'écris le mieux, c'est entre 6 heures et 9 heures du matin. Et aussi pas plus parce que j'ai une autre vie. Donc, je ne vis pas de ça.
Du coup, il faut dédier la vie derrière travailler pour son travail, qui dans mon cas est super, hein, parce que je suis réalisateur, donc c'est fabuleux, je me régale. Et, et, euh, et j'ai décidé aussi de ne pas exagérer sur la quantité de travail. Depuis, j'ai eu des problèmes de santé à une époque, et je me suis dit, bon, les 16 heures par jour, c'est fini, dans mon cas. Donc, Je connais. je limite, tu vois, je limite et donc j'essaye de prendre du plaisir. Ça, c'est un truc important. Même si j'ai dit avant que l'écriture, c'est une torture pour moi, ce qui est vrai, parce que chaque fois, j'ai l'impression de faire de la merde, en gros, et c'est très désagréable. Comme sentiment, c'est hyper désagréable. Mais il est complètement balayé une fois qu'on voit plus tard que finalement, c'était notre petite voix qui nous parlait. Et ça, avec l'expérience, on apprend à reconnaître cette voix. Donc, on le supporte. Mais bon, la routine, elle était simple. Moi, en gros, comme tu dis, j'attaque jamais l'écriture si j'ai pas un squelette. Au moins. Au moins un squelette. Et pour me faciliter la chose, j'ai décidé de transformer ce squelette en scénario. Le scénario d'un film, contrairement à un livre, c'est hyper simple en écriture. Il prend la tasse, il boit. Voilà, il n'y a pas de littérature. Il Il y prend, a il aucun style n'y a pas de en tant que style. tel et ça, j'en ai aussi un petit peu parlé dans une vidéo effectivement pour leur dire: «Revenez à la base», C'est purement pour le direct concept, oui. et ça délimite. Il y a des en-têtes qui disent intérieur, bureau, interview. Voilà. Fred est en train de parler avec Hélène sur et tu mets les dialogues, des idées de dialogue. Donc, en gros, mon squelette, une fois que je l'ai articulé plus ou moins dans ma tête, que j'ai un début, une fin et un possible rebondissement au milieu, tu vois, là, je me mets à écrire le scénario. Et l'écriture du scénario, c'est schématique, j'essaie de la faire vite. Quand j'ai des idées de dialogue, je les mets dedans le plus possible, mais je ne me prends pas la tête à ce moment-là, tu vois. Et je vais chercher beaucoup d'idées, je vais pêcher des idées à la pêche aux idées, comme j'appelle ça. C'est tous les jours, je vais marcher à ces moments-là avec mon portable. J'ai OneNote, là, l'application et je me fais des notes de voix. Quand je marche, parce que c'est là où tu oxygènes le cerveau, tu fais circuler le sang. Et au bout d'un moment, il y a une idée, Un état second, il y a un truc qui se ouais. débloque. Et tu parles, tu notes, et le lendemain, j'écris les idées, je les mets dans le scénario. Et le soir, je réfléchis à la scène suivante. Et le lendemain, ça me permet de dormir mieux aussi. Parce que quand on écrit une histoire, on l'a tout le temps derrière. Et on est tout le temps en train d'y penser, tout le temps. Tout ce qu'on fait dans la vie a un rapport avec ça. On va manger avec des amis. Chaque dialogue qu'on va entendre, ça sera un potentiel. Potentiellement, oui, oui, tout à fait, Donc ouais. tout va se rattraper. Tel ce petit tic, je vais le prendre, je vais le mettre à ce personnage. Tel ce petit, on voit tout. Donc ça, c'est épuisant un petit peu. Et j'aime bien arriver le soir en ayant clair ce que je vais écrire le lendemain. Comme ça, je suis tranquille. J'arrive le lendemain à ma tête dans le cul, là, je me réveille à 6 heures. Je prends un déjeuner hyper rapide. Et je vais en pyjama, hein, je me mets devant l'ordinateur. Et bam. Et en général, je mets une heure et demie à repasser ce que j'ai écrit la veille et à l'améliorer un petit peu et à rajouter la scène que j'ai pensée. Voilà, ça c'est pour l'écriture du scénario. Quand j'écris le livre après, euh, là je me mets un objectif. Avec la fameuse statistique que 10% des gens qui commencent un livre le finissent. Pour pouvoir le finir, le point commun entre tous ceux qui l'ont fini, c'est de se donner une deadline, en fait. De dire, tel jour, à tel mois, telle année, mon livre sera fini. Et moi, en général, je fais ça à partir du moment où j'ai déjà toute la structure du livre, je sais comment il va s'articuler, je sais très bien qu'il va y avoir des scènes en plus, des scènes en moins par rapport à ce que j'ai écrit, cette espèce de petit scénario que j'ai écrit, tu vois. Et là, je me dis, c'est un livre qui va faire plus ou moins 100 000 mots, 160 000 mots, tu vois. J'essaye de voir le nombre de mots, de pages. Et, euh, et de là, je me dis, OK, je connais mon rythme d'écriture. Je vais pas me mettre un rythme de dingue, entre 500 et 1000 mots par jour. Tu vois, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup.
500 mots, c'est 2 pages de livre de poche, par exemple. Et, euh, et je me dis, voilà, si, à ce rythme-là, quand est-ce que je finis mon livre si mon livre doit durer 200 000 mots, par exemple? Je fais la division, je compte le nombre de jours et je me dis, je rajoute 2 ou 3 mois par sécurité. Et je me dis, bah, à telle date, mon livre sera fini. Et là, je me fais un Excel avec toutes les dates, tous les jours, où je me mets les 500, où je me mets le décompte de tout ce que j'écris. Donc, chaque jour que je vais écrire, je vais mettre dans cet Excel le nombre de mots. Alors, c'est extrêmement jouissif. Quand Tout à fait. des 500 mots que tu avais prévus, tu en as écrit 1500, tu te dis, waouh, j'ai fait 3 jours dans un, tu vois, tu es hyper content de toi. Donc, ça, c'est jouissif. Ça rattrape les jours où tu es parti en vacances, où tu as eu des week-ends où tu n'as pas pu forcément écrire. Donc, ça compense. Oui, puis le boulot, des fois, qui fait déplacement ou autre, bien sûr. Et là, c'est de la discipline. 6 heures à 9 heures, j'écris. Et pour pouvoir écrire, je vais marcher le soir. Je pense à la scène, même si elle était déjà écrite dans le scénario, je pense à comment je vais l'enrichir pour la version littéraire. Et le lendemain, je retouche tout ce que j'ai écrit la veille, je le réécris, une première réécriture, on va dire. J'écris la suite. Hop, le jour suivant, je retouche cette suite, j'écris ce qui suit. Et quand je finis le livre, eh bien, je repasse par-dessus une fois ou deux au moins pour, euh, pour essayer de voir les rythmes, les défauts de personnages. Et après, ben, c'est entre les mains de chez vous, quoi. Ou on me On va dit, y revenir d'ailleurs juste après. Juste une question que j'aimerais te poser au milieu pour comprendre. On va voir ce que tu as retiré en positif, j'espère, du processus éditorial dans son ensemble. Mais pourquoi, pour revenir au tout début de ton propos, en début d'entretien, tu n'as pas choisi l'autopublication justement, au-delà du fait qu'on a bien accroché sur le plan humain, qu'on est devenu plus que juste un auteur et son éditrice, qu'on est, je qualifie ça de bons amis, vraiment. D'ailleurs, on se tutoie, j'ai oublié de le préciser au début de l'entretien. On ne se vous voit pas dans la vraie vie, donc on n'allait pas le faire ici. Donc il y avait une sympathie réciproque évidemment, mais ça suffit pas nécessairement à se dire bon bah je laisse tomber l'autopublication et je file me faire éditer parce que des fois on aime garder le contrôle aussi, on aime bien être son propre patron, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait que toi, parce que ça va particulièrement intéresser l'audience de la chaîne qui souvent ça, se c'est cherche ça, au démarrage. c'est un, Pourquoi? c'est un thème très important et qui est toujours présent, hein. Je n'écarte pas un jour le fait d'essayer une autopublication avec quelque chose, tu vois, avec un livre ou un recueil de nouvelles, on va savoir quoi, tu vois. Je l'écarte toujours pas. Mais pourquoi j'en suis venu au début à plutôt m'accrocher à une maison d'édition? Ben, déjà, j'y croyais pas, donc pour moi, je partais sur de l'autopublication, donc rien que le fait d'avoir été accepté ça a balayé l'autre, tu vois. Je me suis dit, bon, ben voilà, si des professionnels m'acceptent, il y a une espèce de reconnaissance déjà qui fait du bien, qui fait du bien, tu vois. Il y a un accompagnement parce que Hélène connaît énormément de choses dans ce milieu-là. En général, tu es incollable, quoi. Quand on te pose une question, tu as toujours une réponse. En gros, on n'a pas besoin d'aller sur ChatGPT. Voilà. Voilà, chat Hélène. Et, Ouais, c'est ça. et puis, il y a aussi une grosse partie je pense à l'époque aussi d'épuisement. Quand tu as écrit un livre, tu es fatigué. Et c'est que le début. Parce qu'à partir du moment où il a été écrit, le moment où il a été écrit et où il sort, putain, c'est long. C'est long, c'est beaucoup de retravail dessus, de relecture par rapport à des gens qui ont fait des remarques qui sont pertinentes, etc., qu'il faut savoir choisir. De la maison d'édition aussi, des retours de votre part, du comité de lecture et tout ça. Il y a des relectures, des réparations de coquilles. Et si on s'auto-publie, il faut relire pour corriger.
Il faut ou prendre quelqu'un, payer quelqu'un C'est qui ce va. que j'allais te dire. La vraie logique, ce serait Ouais, systématiquement de faire ça parce que c'est très, très rare. Ça doit être même pas 1% des auteurs qui s'autopublient, qui ont la capacité, les outils, le temps, le recul, c'est tout un tas de choses hein, en même temps, de faire du bon travail. Auteur et correcteur, je n'arrête pas de le seriner, ce sont deux métiers complètement différents. Et quand je dis correcteur, chaque fois je l'explique, c'est pas ma cousine machin qui est prof de français. C'est pas ça être correcteur. Ça a rien à voir. C'est bien plus que alors un moi, problème simplement de langue de base. moi, je l'utilise, tu vois, j'ai ma belle-mère qui est prof de français, je l'utilise pour envoyer une première version à la maison Tout à d'édition fait. sans avoir trop honte, tu vois, en me disant, bon, c'est déjà passé par-dessus, mais Pour un premier nettoyage, bien voilà, sûr. mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fautes, mais en même temps, je suis de ceux qui n'ont pas trop de respect pour l'orthographe. Elle me saoule, en gros. J'adore la grammaire, j'adore le phrasé, le lyrisme français, etc. C'est beau, tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est insupportable. D'ailleurs, je t'avais envoyé une fois une vidéo sur deux Québécois qui expliquaient pourquoi le français était aussi compliqué. C'était très C'est intéressant. ce qui fait sa beauté en grande partie, C'est ce enfin qui pas fait que, sa mais beauté, mais en c'est même ce qui temps, fait sa beauté et son intérêt. C'est je la déteste autant que je l'aime, cette langue. ouais, ouais, mais il y a une espèce de relation ambivalente, je suis bien d'accord. Et donc de laisser la partie, moi mon fort c'est l'imagination, c'est d'aller chercher des histoires, de creuser, d'inventer et tout ça, et presque le reste, tu vois. Donc tout ce qui est chiant, en fait, si on résume, c'est pour l'éditrice. Je comprends, hein, Non, il n'y a pas je que ça, comprends parce vraiment. il y a quand même aussi un accompagnement d'histoire, vraiment. Bon, moi j'ai eu la chance que j'ai de pas avoir eu trop de retours qui m'ont forcé à remodeler un peu trop, tu vois, l'histoire, parce que moi quand j'en arrive à ce point-là, je suis gavé de l'histoire. Je veux Mais je crois que chaque auteur est un peu dans cette position, et, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est l'overdose, tout à presque fait. c'est ouais des spasmes, tu vois, Mhm. je le supporte plus quoi. Et donc de ne pas avoir à retoucher finalement de structure et tout ça, j'ai Bah, normalement, c'est le travail du corps, enfin le travail, la mission plutôt, parce qu'ils sont bénévoles et je les remercie d'ailleurs d'être tous présents. Les membres du CL qui remplissent des fiches de lecture assez complètes en fin de processus, normalement sont censés stopper direct les titres pour lesquels on a clairement des problèmes de récit, oui, c'est-à-dire où il faut réécrire des chapitres entiers. oui. Moi, quand j'interviens dans le processus, tu le sais, c'est en troisième rideau, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est plus loin chronologiquement. Et là, on va travailler beaucoup plus finement enfin, des aspects de forme à divers niveaux. Mais c'est rare, c'est très très rare qu'on arrive à ce point-là en se disant, ouh là là, il y a un quart du livre, il faut le tacler et le réécrire. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a eu ratage au moment du CL. Ce n'est pas censé se produire. Et toi, tu as une mémoire d'éléphant aussi, tu arrives à détecter une date incohérente du tome 1. C'est pour ça que je dis que correcteur est un métier. Correcteur, c'est Ouais, pas juste remettre les S là où il en manque. Il y a tout ouais. cet aspect-là, effectivement, oui. Et dans De, le cas de Inside, c'est hyper complexe parce qu'il y a énormément de personnages, chaque personnage a son avatar à l'intérieur du tout monde à fait. Avec des retours en arrière, bon, des c'est, machines, des flashbacks, et des dates, c'est compliqué quoi. Et d'ailleurs, tu m'as remis en place des erreurs qui avaient. Pourtant, je m'étais fait une timeline dans le truc. Voilà. Tout ça, c'est les avantages d'avoir une maison d'édition. Ces erreurs-là, si je m'étais auto-édité, auraient été imprimées. Et j'aurais éventuellement remarqué la chose au travers d'un lecteur qui m'aurait fait remarquer, là, dans leurs commentaires, oui. tu as une erreur. Et j'aurais dû corriger et republier une nouvelle version du livre corrigé, tu vois, avec Ce qui les. est un petit peu, oui, oui, la malédiction des autopubliés qui sont pas encore bien carrés. C'est pour ça aussi que l'un des épisodes phares de la chaîne au tout début, c'était avec cette fameuse frise chronologique de tout ce qu'un autopublié est censé faire puisqu'il porte toutes les casquettes en même temps sur son livre lui-même, enfin du début jusqu'à la toute fin. Et pour éviter de passer sa vie à republier son livre constamment parce que il n'a pas fait les choses dans le bon ordre, l'idée, c'est qu'il faut vraiment, oui, avoir l'équivalent d'un comité de lecture pour soi-même, l'équivalent d'un correcteur professionnel, enfin un correcteur professionnel, et l'équivalent d'un groupe de bêta-lecteurs. Tout ça, je l'ai également déployé dans l'épisode sur les phases de correction, en expliquant que le but, c'est pas de republier le même titre 200 fois,
parce que une fois par semaine, on reçoit un lot de retours de gens qui ont lu le livre déjà vendu et qu'en plus, il y a un problème de respect du lecteur final qui paye. C'est quand Ouais, même un peu gênant. Et donc, tout ça, il faut l'anticiper et accepter d'être un chef d'orchestre. ouais. Donc, s'entourer des personnes compétentes et faire comme un éditeur, Mmh. en réalité. Et ça, c'est un message qui, des fois, a un petit peu de mal à passer. Puis plus ça va, plus les gens comprennent avec l'expérience pourquoi se prendre des retours de commentaires pas cool après un lancement. Si on avait pu l'éviter, ce serait bien. Ouais. Donc la prochaine fois, je ferai différemment, c'est ce qu'ils me disent. Là, voilà, là, c'est tout le côté technique. Ensuite, il y a le côté qui continue à être technique, déclaration des livres, tout le côté gestion administrative Administratif. du livre, le caser dans tous les sites de vente et tout ça là, online. Si tu le fais toi-même, bon, ben, c'est énormément de temps finalement. Après, je conçois que le temps que tu passes là, tu le récupéreras après parce que la partie du livre que tu touches est bien supérieure à celle que tu pourrais Bien toucher. sûr, bien sûr. Il faut pas on peut pas le nier non plus. Mais tu es sûr que c'est bien fait, déjà, qu'il y a pas d'erreur, il y a ça. L'autre côté très positif, c'est quand tu as casé les livres dans des playlists. C'est là, clairement, où j'en ai vendu le plus. Et ça, c'est des choses que tout seul, je n'aurais pas pu faire. Euh, Encore une fois, à moins d'avoir les moyens et de prendre le temps de te déplacer en personne, d'aller cirer les bottes de qui il faut cirer les bottes pour pouvoir caser ton livre quelque part. En général, je ne sais pas, ça doit être à Paris ou à savoir où c'est, tu sais. Mais bon, il y a tout un travail de recherche sûrement quand tu es en auto-édition qui, euh, pour la vente, quoi. C'est chose que on devrait faire déjà nous, mais que moi j'ai pas fait, j'ai pas bien fait, je l'avoue. Je l'ai pas bien fait parce que c'est pas mon activité principale et que je déborde trop de choses que je fais. Des choses à faire dans tous les sens, oui. Je me fais déborder un peu rapidement et je j'ai pas pris le temps de me dire, un jour par semaine, par exemple, tu vas le dédier à cet aspect de ta vie qui est la littérature. C'est L'écriture dans son ensemble, oui. qui veut dire va démarcher, tu vois, va chercher, va voir des libraires, va organise-toi des sessions de dédicaces. Quand j'ai sur des séances de dédicaces que j'ai faites, euh, j'ai croisé une femme qui en était à son 17 ou 18e livre et jeune, hein, plus jeune que moi. Et elle m'avait sidéré, donc on a fait un échange, j'ai filé un des miens, elle m'a fait, moi j'en avais que, j'avais que les Mauric à l'époque, j'étais à côté d'elle avec, je crois qu'elle avait 17 livres, tu sais, c'était ridicule. Pendant que j'en vendais un, elle en vendait 10. Elle avait le Là, elle était rodée, oui, bien sûr. oui, Oui, elle oui. était rodée. Et j'ai dit, tu peux m'expliquer, tu as envie? Elle en vit. Elle en vivait, tu vois. Elle était auto-éditée et elle en vivait. J'ai dit, comment t'as fait, quoi? Elle me dit, moi je suis parti avec de la chance, j'étais avocate. Donc j'ai mis un petit pécule de côté. J'étais au Canada. J'ai vendu mon cabinet d'avocat parce que ça me saoulait. Et donc, avec cet argent-là, je me suis payé une école de scénariste au Canada. Là. Elle a fait 2 ans, elle s'est financée 2 ans d'école de scénariste et elle s'est financée après 2 ans d'écriture. Donc, pendant ces 2 ans-là, elle a écrit 4, 5, 6 livres, tu vois. Et, euh, et ensuite, elle me dit, je me suis organisé un peu comme un groupe de musique, je me suis organisé une tournée française de Ouais, dédicaces. ouais. Je ne suis pas allé en librairie. Souvent en librairie, excusez-moi les C'est libraires, compliqué, c'est très on nous compliqué. Moi, je reçoit dis que ça sert mal, à rien de s'échiner, oui. on nous prend un peu de haut, ça m'est arrivé. Mm. Une fois, je te l'avais raconté l'histoire, j'étais Oui. choqué. Et d'autres qui te reçoivent extrêmement bien. Mais elle me disait, je vais dans des FNAC et dans des grandes librairies. Moi, j'ai essayé, j'ai appelé FNAC, ils m'ont refusé. Et c'était FNAC tout sud de France, ils m'ont dit non, tu rentres pas chez nous. Donc, je ne sais pas comment elle a fait. Tu essayes FNAC, tu essayes, comment il s'appelle là, Cultura Cultura, ouais, ou Cultura, et même si ça a l'air dégradant, les supermarchés. les espaces culturels, par exemple, de Leclerc sont beaucoup plus Exactement. demandeurs et beaucoup plus sympathiques très souvent Exactement. pour Ils sont proposer des événements. de Oui, ça. oui. Énormément de gens passent là-dedans, donc tu as beaucoup plus de chances. Elle me dit, je me suis organisé un tour de France. Et donc,
Sur les 4-5 premiers livres, j'ai conquis un petit lectorat, tu vois, qui après, quand j'ai fait mon second tour avec les suivants, parce que j'ai dit, mais comment tu fais pour écrire autant? Il dit, je pense que moi, toi, quand tu écris un livre en 2 ans, moi, j'en écris 4, parce que je vis de ça. J'ai réussi à me financer de ça. Je me produis mes livres comme elle se les fabrique elle-même. Elle se les, ça lui coûte beaucoup moins cher la fabrication et donc ce qu'elle le vend, elle a une marge plus grande et elle peut s'en tirer un salaire. Ça, c'est tous les avantages de l'autopublication. Mais c'est un Bien sûr, il y en a un grand nombre, hein. Oui, tout à travail fait. de dingue que il faut aussi faire quand on n'est pas autopublié, publié d'une certaine façon. L'organisation d'un tour, par exemple, de dédicace, même s'il est dans la région, il est vital. À mon avis, il faut aller à la rencontre des gens. Moi, chaque fois que je l'ai fait, j'ai vendu des livres. Et, euh, et ce qu'elle me disait, c'est que chaque fois que tu fais un livre de plus, ces gens qui ont déjà lu tes livres vont lire le suivant. Son livre était excellent. Je m'étais régalé avec son livre, il était très très bon. Je ne me rappelle pas son nom. Mais voilà, c'était des conseils qu'elle m'avait donnés, Tout à fait, oui, que je oui, n'ai pas très bon appliqués parce conseil. qu'il faut quand même avoir les moyens aussi de s'organiser. Les moyens et le temps, et c'est vrai qu'il y a un facteur au démarrage qui est-ce qu'on l'a ou pas? Le peu de temps qu'on a dans certains cas, ben, sur quoi on va le fixer, à quoi on va se consacrer en priorité. Et je comprends, ça demande une énergie de dingue Et de l'argent. et de pouvoir mettre plein d'autres choses à côté entre parenthèses. Et c'est ça qui est pas toujours évident. Ah ouais, ah ouais. Donc les avantages de la maison d'édition, c'était cela, c'était tout ce qui est légal, tout ça, tout est carré, quoi. Tout est bien propre, tout est carré. Euh, les royalties aussi, je crois que t'as un bien meilleur pourcentage sur les ventes chez EHJ qu'ailleurs. Le, le fait de pouvoir mettre en. Ça, je crois que c'est le plus important parce que là où ça vend le plus, c'est en digital finalement. Et de pouvoir mettre sur des playlists, c'est là que ça a vendu le plus, je crois. Chaque fois que tu as réussi à caler le livre sur une promo dans Kobo, tu vois, ou Tout à fait, oui, oui. c'est là que c'est Ah, parti. c'est la force de négociation avec oui, quand tu es maison et que tu as tes petites habitudes chez Kobo, nous on y est depuis, quelle année on est? Ça fait, oui, 10 ans, par là, 10, 11 ans même maintenant, je ne sais plus. On y était pratiquement au début et c'est vrai qu'avec c'est la même personne qui est responsable au marketing, de l'édition indépendante avec qui j'interagis plusieurs fois par an et elle me fait tout le temps confiance. Quand j'arrive et que je lui dis: «J'aimerais, mettre en avant tel ou tel titre», j'arrive derrière avec le poids d'un catalogue et de l'expérience et de le respect mutuel. C'est-à-dire qu'on se connaît, elle sait que je vais pas lui proposer une bouse, et que, Oui, voilà. je vais faire les choses, voilà, comme il faut. Résultat, ça permet d'obtenir des choses intéressantes. Bon, Kobo, j'en ai beaucoup aussi parlé dans un épisode parce que je le recommande à tout le monde, y compris aux auteurs indépendants. C'est une belle plateforme où Ouais, il faut être autant que faire se peut. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses avec eux. Et je me souviens que les bourriques en promo Kobo mise en avant par ça avait bien marché. leur service marketing a fait une belle c'était il y a 3 ans, je sais plus, sur une période d'été de mémoire. Ça avait bien On marché. a, voilà, ça a produit d'excellents résultats. Et oui, c'est des choses qu'on peut faire quand on est une maison. On peut pas tout faire quand on est une petite maison indépendante. Oui, On a nous aussi des blocages, faut pas se leurrer. On se fait passer devant et un peu marcher dessus par les mastodontes du secteur. C'est pour ça que moi je bataille pas avec les librairies. Par exemple, nos livres sont entièrement achetables partout puisqu'on est diffusé par Hachette, mais sur commande parce que les places sont pas extensibles et que tout est déjà phagocyté et que bah, les gens se déplacent, vont en librairie, ils commandent le titre, ils le reçoivent quelques jours après. ouais. Pour l'obtenir en vitrine, c'est encore un autre effort et je vais pas perdre de temps là-dessus, par Pour exemple. ça, ce que je m'étais dit que j'allais faire, tu vois, dans la région, et je ne l'ai pas fait, mais enfin, le peu que je l'ai fait, ça a marché. En fait, il y a euh, c'est dommage, j'aurais pu leur faire un clin d'œil, je ne me rappelle pas de Le nom de la librairie? le nom de la librairie. À Puylaurent, bon, il y en a qu'une de toute façon, ils reçoivent très bien, ils sont très sympas, ils aiment bien aider les auteurs. Et j'avais été très bien reçu là-bas et je lui avais proposé, écoute, si je te laisse des livres moi, tu sais, tu peux faire un roulement chaque fois que tu en vends un. Alors elle les a pas.
elle n'a pas avancé l'argent, elle les a pas préachetés. Et après, j'ai dit, je te les laisse en Oui, exposition. c'est une forme de dépôt-vente, oui, tout à Voilà, fait. un dépôt-vente, Mm. donc c'était à mes frais, tu vois. Mais tu les laisses en exposition et ils font un roulement. Chaque fois qu'ils en vendent un, ils en commandent un. Et puis quand ils en vendent, j'ai dit, quand tu n'en vendras plus, tu m'appelles et je vais les chercher, quoi. Et je les récupère. Et on en a, elle les a toujours. Et je crois qu'ils en sont à plus d'une vingtaine vendus, tu vois. Et je me suis dit, si je faisais ça dans une trentaine de librairies dans la Oui, des gens du cru que tu connais, enfin qui sont des endroits que tu connais, c'est surtout euh, ça j'y oui. vais, je cale le livre et je leur propose ça. Alors c'est un petit investissement au début. Euh, Ce qu'il y a, c'est que c'est ça. Quand tu fais les comptes au début, si tu es pratiquement, c'est là que c'est dur, et on va en venir à un thème qui t'est cher aussi, de croire qu'on va pouvoir en vivre rapidement de ça. C'est faux, il y a une réalité énorme, quoi. Un livre, tu vois, les bourriques, je crois, à l'achat, coûtent 12 000. À l'achat, je crois qu'il coûte Un livre en or. 11,80 €, un truc comme ça. Il est un peu plus que ça, il est plus gros, donc les bourriques, bah, attends, je vais te le dire puisque je l'ai devant moi. Non, non, C'est non, noté non, derrière. non, non, à l'achat auteur. Ah pardon, oui, oui, quand tu veux toi acheter des copies auteurs, et oui, oui, exactement. À En l'achat fait, c'est auteur, 35% de voilà, réduction sur le TTC public, oui. exactement. Quand tu as envie de faire tes propres opérations. Alors j'explique pour l'audience parce que certains pourraient être étonnés. Il y a évidemment, ça c'est un cas de figure dont parle Fred qui est très particulier, c'est quand l'auteur décide lui-même parce qu'il a des contacts dans son coin de gens qui peut aller voir pour négocier des petites choses avec eux. Il fait ce qu'il veut avec les copies auteurs qu'il achète à prix réduit à la maison et ensuite ça sort de ses droits d'auteur, c'est-à-dire qu'il fait son bénéfice comme un produit normal qu'il vendrait. Il l'achète moins cher, il le revend au prix TTC public, comme le demande la loi Lang, bien sûr, et la différence négociée avec le libraire va être pour lui. Le reste du temps, c'est la maison qui agit, évidemment. Quand on a un libraire qui nous contacte pour mettre en rayon X copies de X titres, l'auteur n'est même pas dans l'équation, c'est la maison qui gère, lui, il touche ses droits d'auteur à la fin. Là, on est dans le cas un peu animation locale, couleur locale vraiment, de points de vente qu'on connaît bien dans certains cas parce que un tel est la cousine d'un tel que j'ai rencontré une fois. J'ai quelques auteurs comme ça dans la maison qui ont leurs petits endroits de prédilection et qui se font leurs petits arrangements avec le libraire parce que c'est plus pratique que de faire de l'achat-vente classique via le diffuseur quand on veut pas prendre de risques pour le Ouais, libraire il y a tout un notamment. thème très intéressant là parce que c'est quand même le cœur du métier. Si on veut en vivre, il faut qu'on soit au courant de tout ça. Et on peut pas ne pas le négliger. Si on veut en vivre, il faut vendre. Si on veut vendre, il faut se bouger le cul. Il faut. Et l'éditeur ne peut pas tout, même quand on est édité. Ça, j'essaye aussi de le marteler pour les gens qui croient que voilà, on file le livre, l'éditeur se débrouille et il va tout faire. C'est pas comme ça que ça marche du tout. L'éditeur ne pourra jamais faire rêver les lecteurs avec l'univers de l'auteur à sa place. L'éditeur, il va assurer des pratiques marketing de base, de la diffusion, de la distribution. Il va faire en sorte que le livre atteigne tel ou tel professionnel, mais toucher le cœur d'un public potentiel et faire vivre son propre univers d'auteur, personne ne peut le faire d'autre que l'auteur. Ça, c'est une certitude. Et j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai les deux casquettes. Et que et j'ai touché l'autopublication pendant 2 ans au début avant de monter la maison d'édition. Donc, j'ai vraiment pu voir l'ensemble des possibilités. Et trop de gens croient que, ah, je suis sortie de l'autopublication, donc j'ai plus rien à faire. Ouais. C'est faux. C'est complètement faux. Et ça ne marchera pas tellement mieux Non, c'est si pas, on se laisse aller et qu'on ne fait rien. complètement faux. D'ailleurs, l'autopublication, tu peux arriver à te sortir 5, 7 € par livre, tu vois, quand tu vends Ouais. en maison d'édition, c'est les droits d'auteur, c'est plus ou moins 80 centimes, tu vois, je crois, par livre. Et c'est là que tu commences à faire des maths. Tu te dis, par exemple, si moi je dois mettre mes livres dans des librairies, euh, je le prends et comme je l'ai fait là, dans celle-là, combien il faut que j'en vende, tu vois? Je leur laisse 2 livres pour faire une rotation. Dans le cas des bourriques, si c'est 11,80 € que ça me coûte à moi, on va arrondir à 12, ça fait 24 € qu'il faut que j'avance. Ça veut dire qu'à 80 centimes, il faut que la librairie, pour que moi je rentre dans mes frais à zéro, en vende 24.
Mais- Alors là, tu vas toucher un peu plus puisque la maison n'est plus dans l'équation dans ce genre de cas et le libraire garde sa petite partie à lui et te reverse la différence par rapport au TTC public. Donc tu vas toucher un petit peu plus quand c'est toi qui décides de faire ta petite Ah non, tambouille, comme non, non, j'appelle ça. le libraire, lui, le commande sur achète. Alors par contre, voilà, quand c'est le libraire Ouais, juste que tu connais mais qui parce que s'est c'est tourné pour- vers nous, ce qui est oui, intéressant, c'est de déclarer justement tout à fait, tout des, à des, fait. des Avec la ventes. maison d'édition, le processus normal. Et c'est pour ça que moi souvent je dis aux auteurs, je comprends la librairie pour le papier, ça reste un endroit pour les achats de cœur. Surtout quand on connaît le libraire, on a envie de travailler avec lui. Mais souvenez-vous qu'il n'y a aucun effet de levier, c'est-à-dire que mécaniquement la librairie est bloquée par le nombre de visites qu'elle reçoit physiquement au quotidien. Exact. Là où vous, votre effet de levier, c'est évident que c'est en ligne sur le numérique que vous avez une possibilité d'action, encore plus si vous êtes autopublié, parce que vous gérez tout vous-même, et que là, vous pouvez toucher des gens qui sont à 1 kilomètre de chez vous, comme à l'autre bout de la planète. Ben, Et on change même si t'es, complètement. même si t'es publié, hein. Même si on est publié, c'est pour ça qu'il faut savoir mettre son énergie, c'est-à-dire que oui, pour un peu de militantisme, et je le comprends totalement, pour la librairie de quartier de son enfance qu'on adore, on a envie de voir son livre, c'est un accomplissement très bien. Par contre, réserver 15 heures de sa vie toutes les semaines à essayer de faire le tour de toutes les librairies qui existent, même des endroits qu'on connaît pas, où c'est juste, voilà, on rentre pour poser des questions. Moi, d'un point de vue purement mathématique, j'insiste, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, c'est pas, Mathématiquement, ça ne sert à rien si c'est pas ça faut que tu si on vendes, vise autre chose en fait. faut que tu vendes 50 livres euh, Juste dans chaque boutique. Et par c'est, librairie voilà. pour gagner 25 euros. C'est à peine. Tu sais, donc, ça veut dire qu'il faut que en fait, si tu veux vivre de ça, il faut vendre, je crois, 15 000 livres par an, en gros. Tu Oui, sais, oui, non, mais c'est et une poignée d'auteurs en France hein, qui tu- vivent vraiment vivre. mal, hein. Et c'est une poignée d'auteurs. Et les grandes maisons Il y a d'édition, 40 auteurs en France qui vivent très bien ouais. de leurs livres. Vraiment, quand je dis très bien. Et après, il y en a quelques centaines qui en vivent convenablement. Et derrière, et c'est pour ça, alors ça c'est un tout autre débat, il faudrait presque une vidéo rien que sur cette question de l'écosystème du livre en France. Est-ce que ça doit être un métier en soi ou pas? Il y a du pour, il y a du contre, il y a plein de débats possibles sur ces questions. Mais Ouais. la réalité des chiffres aujourd'hui, en francophonie, parce que c'est un peu moins vrai chez les anglo-saxons, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent et parlent anglais à l'échelle du monde. Mais aujourd'hui, si on prend que la France et donc que des francophones, oui, oui, c'est très compliqué. Quand je vois les gens qui viennent me voir en me disant oui, mais j'ai lu l'histoire d'un tel qui a réussi tout seul et aujourd'hui il fait 40 000 euros par an avec ses livres. Très bien, mais c'est le contre-exemple par nature. On a tous les fameuses success stories, comme ils les appellent, avec quelqu'un qui a réussi un gros coup. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas sur T'as de la grande littérature, malheureusement. Mais c'est Aurélie très Valogne, rare. C'est très, très rare. Aurélie Valogne, c'est ça. Par Aurélie, exemple, alors là, pour le coup, c'est de la bonne, du travail de qualité, mais je pensais à des gens qui ont fait ça sur du guide pratique, par exemple, oui. en faisant des tonnes de guides. Alors, ils vont inonder Amazon et en vendre plein, Ouais, ou des livres de développement personnel, ou que du développement pur, etc. Oui, là, il y a moyen au bout d'un moment d'arriver à cumuler des chiffres, mais on en revient à la question de base, pourquoi faire? Parce que oui, quel est l'objectif derrière tout ça? Si c'est pour se créer un nouveau job, bon, pourquoi pas, hein, mais on sort du cadre de ce qu'on était en train de discuter là autour de la littérature. Et des ouais. gens, sur le roman notamment, qui vivent de ça en France en tant qu'auteur français, il y en a vraiment pas des masses. Non, voilà. Vraiment pas. Je crois que c'est 0,1%. Non, non, c'est tout petit. On le voit avec les chiffres qui ressortent de l'URSSAF des auteurs, les sondages qui sont consolidés chaque année par le syndicat de l'édition, ce genre de choses. Euh, mais c'est intrinsèque, c'est lié aussi au fait qu'en face, il y a de moins en moins de gens qui lisent beaucoup. Il y a les gros lecteurs. Je rappelle qu'être gros lecteur, il y a 30 ans, en moyenne, il faudrait que je reprenne les chiffres exacts, mais c'était lire comme je lis moi aujourd'hui, c'est-à-dire 2 livres par semaine, en moyenne. Aujourd'hui, ils ont dû baisser les critères, le barème, pour qu'il y ait quand même des gros lecteurs sur le papier quand on regarde les chiffres. On est considéré gros lecteur à partir de 15 livres par an, Hmm. pour donner un ordre d'idée. Et pareil, ils ont baissé les quotas pour être déclarés best-seller.
Parce que les best-sellers d'il y a 30 ans, si on voulait les mêmes chiffres aujourd'hui, bah, ça serait très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de supports, les gens ont un éclatement du temps d'attention entre, bah oui, on en parlait, hein, le film, enfin le support film, la série, le jeu vidéo, tous les médias écrits différents qui existent, entre le livre pur, le livre numérique, le truc en streaming, et de la BD et du manga et les journaux et tout ça. Et donc les gens continuent de lire de manière générale, mais les gros lecteurs qui faisaient que l'économie du livre tournait pas mal, on voit que cette population a baissé. Des gens autour de moi que je connais qui lisent 2 livres par semaine, toutes les semaines, toute leur vie, en moyenne, j'en ai plus des masses. Hmm. Et la plupart sont déjà âgés. Enfin, c'est la génération qui est à l'autre bout Ouais. du spectre. Moi, Voilà. j'ai vu récemment des jeunes qui lisent énormément, tu vois, et ça fait vachement plaisir Ça fait plaisir. quand t'en vois, mais c'est rare, hein, c'est rare, c'est rare, et c'est tout ou rien. Le peu que j'ai vu, ils lisaient mais livre sur livre, mais les 2 par semaine, une au village là d'ailleurs. Elle, je crois qu'elle en lit un par jour de livres. Bah, comme quand j'étais adolescente, c'est ce que je faisais à l'époque, j'avais le temps pour. Aujourd'hui, je suis limitée, mais c'est tout à fait ça. C'est de la boulimie littéraire, D'ailleurs, effectivement. elle veut travailler, elle veut faire un bibliothécaire. Mmh. C'est parfait, Elle est partie pour faire un bibliothécaire, ça. c'est parfait. Et, euh, et oui, bon, c'est pas pour décourager, hein, comme dit tout ça. Non, non, mais c'est une réalité. Moi, je suis, C'est- tu sais, sur cette mais chaîne, si, les gens sont habitués à ce que je sois honnête. Et ils reviennent pour ça. C'est-à-dire que je vais pas, je suis aux antipodes de certaines de ces formations en ligne où on te promet que en payant 3 000 €, tu vas apprendre à sortir un best-seller pour après-demain et que tu seras riche grâce à tes livres. d'a- Moi, je suis plutôt Churchill, hein, dans l'approche du sang, de la sueur et des larmes et d'après outiller les gens. d'après moi, il y a deux facteurs. Si tu veux vraiment réussir là-dedans, c'est exactement comme au cinéma. Il y a deux facteurs. Il y a le réseau et la chance. Euh, Parce que tu vois, un Aurel San ou un Gaël Faye ou je sais plus là, il y a un des présentateurs de quotidien là qui vient de sortir un livre, un des journalistes, tu vois. Eux qui sont exposés et qui ont un réseau finalement, ils vont vendre des Bien livres sûr. et ils vont en vendre qui vont très certainement même ça permettrait de leur donner un salaire tous les mois, tu vois, presque. Très certainement. Parce qu'en plus, il paraît qu'ils sont bons leurs livres. Gaël Faye, j'ai pas réussi à le finir. C'est dommage parce que j'adore ce mec-là. Mais euh, il y a une question de réseau. Tu sais, si tu veux, C'est la différence est énorme. ouais, c'est comme au cinéma. Si tu vas pouvoir faire ton film, mais si tu veux que ton film soit connu, tu as besoin d'un réseau. Tu as besoin de gens plus puissants que toi qui vont t'ouvrir des portes qui te sont fermées. Tu sais, et je suis persuadé que dans la littérature, c'est pareil. C'est pas parce que c'est extrêmement rare les Aurélie Valogne, tu vois, ou qui sortent un livre et qui en vendent 50 000 sur Amazon. Déjà, ça, c'est incroyable. Et qui a la chance d'être vu par un éditeur qui aura lu son livre parce qu'il était attentif à ce moment-là. Donc là, il y a le facteur chance que je dis, qui était le bon moment, au bon endroit. Il y a un coup du destin, tu sais, il y a quelque chose que j'arrive pas à attraper, tu sais, qui fait aussi partie des grands succès. Et il y a aussi l'équilibre, je pense, entre ce que tu as, la vision que tu as et l'énergie que tu donnes. C'est Il y a... un tout, évidemment, que quand on parle d'attirer la chance, moi je crois à cette idée de, de, de posture, d'intention qui font que ça va être plus simple quand on est soi-même au turbin, qu'on y met beaucoup de travail, beaucoup de discipline, on va avoir plus de chance en moyenne que quelqu'un qui n'en fiche pas une, si je le résume grossièrement. Maintenant, il y a des cas, des contre-exemples où la chance frappe honnêtement au pied de personnes qui intrinsèquement ne le méritaient pas, ou en tout cas beaucoup moins que d'autres qui sont à fond Ouais. dans ce qu'elles font. Euh, Mais il y c'est a la loi, il y a la loi des moyennes et il y a la loi des, comment dire, des trucs un peu aléatoires qui n'auraient pas dû se produire mathématiquement en fait. Mais il y a aussi l'autre cas. Le cas, Bien sûr, il y a aussi le cas de la personne qui travaille énormément et qui, à un moment donné, a ce petit coup de chance parce qu'aussi, là, quelque part, il l'a provoqué. Tu vois, la cultiver, tout il l'a à fait. Moi, je cultivé. suis partisane plutôt de cette optique-là, qui est qu'en grande moyenne, les gens qu'on dit avoir de la chance sont des gens qui se sont provoqués leur chance en étant de gros travailleurs, effectivement en cultivant un réseau, en travaillant plus que la moyenne aussi.
en prenant plus de risques, en sortant de leurs petites habitudes, en allant mettre le nez à d'autres endroits. C'est toute une attitude générale Ouais. de cultiver toute la connaissance possible autour du sujet dans lequel on se Ouais. trouve. C'est pour ça que moi, j'engage les gens sur cette chaîne à prendre de la connaissance. Même si vous n'avez pas l'intention d'être édité, que vous voulez faire votre truc, vous devez savoir comment ça se passe. Vous devez être cultivé, informé sur le sujet. Vous n'avez pas le droit de pas savoir, parce qu'ensuite, vous passerez pour un idiot si la question se pose. Allez prendre, voilà, on n'a jamais trop de culture. On n'a Non. jamais trop d'informations. Après, on fait le tri, mais il faut aller la chercher. Et c'est comment dire, une orientation mentale, une façon de vivre et de fonctionner. C'est clairement ça, quoi. Je pense pareil. Donc, pas grand chose, pas grand chose à Ben, rajouter. c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire régulièrement dans le milieu audiovisuel. D'ailleurs, c'est le moment où tu vas nous parler un petit peu de là où tu en es. On retourne donc sur les Ouais, bourriques au mais voilà, début, mais mais pour son versant audiovisuel. je viens de passer une période de vide parce que le, ce qui arrive à Alexandre dans Insight, incroyablement, je croyais m'en être libéré en l'écrivant, et ça m'est arrivé après. J'ai eu ma période, ma nuit noire de l'âme est arrivée après. Thérapie, etc. Moi, j'adore les thérapies. Hein. J'adore ça. J'adore les crises parce que la dernière fois que j'avais eu une crise, c'était quand j'ai remis en cause le cinéma et j'ai écrit 4 livres. Donc, en général, les crises, c'est toujours productif à la fin. Bien sûr, tout à fait. Mais il faut les passer. Il faut les passer. Et après Inside, j'en ai eu une. J'en ai eu une énorme fatigue, un énorme. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Une perte de sens, de tout. J'ai mis presque 2 ans à retrouver l'envie J'ai été en survie. Je faisais mon boulot que j'aime, hein, donc avec plaisir. Je rencontre des gens sympas et des artistes quand je fais des clips et des machins. Euh, mais euh, dès que je me disais, allez, tu vas travailler sur le film ou sur un projet personnel, il y avait un effondrement, une procrastination qui se mettait. Je préférais allumer l'ordinateur et me faire une partie de Battlefront tu vois, ou d'un jeu. C'était une fuite complète, quoi, de moi-même. Tu sais, et j'ai mis 2 ans à m'en remettre et j'y travaille encore. Hein. Je travaille encore. Mais on en a beaucoup parlé au téléphone pendant la période, voilà, avec des. C'est pour Il ça, a fallu trouver la lumière, quoi, au bout que j'ai pas du. enchaîné. Ouais, j'ai eu un problème avec l'humanité aussi. Le Covid, comme on parlait tout à l'heure, m'a mis un grand coup inconsciemment, m'a déçu énormément sur les humains. Et quand moi j'écris quelque chose, ou que je produis un film, ou que je fais quelque chose, c'est pour le public. C'est Bien sûr. pour, c'est pour leur plaisir, tu sais. Et c'est très compliqué quand on est fâché à grande échelle avec plein de gens. Exactement. De manière anonyme, bien sûr, mais quand on est fâché et que voilà, c'est pas simple. Ouais, il y a ça. Et souvent, et ce que m'a dit aussi ma thérapeute, qui dit, en général, quand on est fâché avec le monde, c'est qu'on est fâché avec soi-même. Et c'est, Ça y contribue en tout cas, bien va sûr. chercher en toi. Et donc, il y a tout un travail à faire pour s'en sortir de ça. Et j'y suis. Et là, c'est pour ça que j'ai remis en marche moi, ça y est, de ça, je m'en suis libéré. J'ai remis en marche le projet du film, qui est un projet excellent, je trouve, parce qu'il va utiliser une nouvelle façon de faire du cinéma. Je dis nouvelle comme si c'était moi qui l'inventais, c'est pas vrai. Il y en a plein d'autres qui le font, mais c'est pas la façon Mais c'est classique. pas commun, c'est pas courant encore actuellement. On veut s'affranchir de tout ce qui est subvention d'État. On les demandera si jamais l'occasion se présente, mais c'est vraiment pas une fin en soi. Il y a trop de contraintes à ça. On veut être libre, tu vois. On travaille avec une boîte avec l'agence Hippolito à Toulouse. C'est la boîte de prod qui se met dans le projet. Et on va porter ce projet-là sur nos épaules, c'est-à-dire on va le produire nous-mêmes, le post-produire nous-mêmes. On va utiliser que des gens de la région, puisque c'est un film du terroir, hein, c'est un film qui appartient à la région, qui se passe dans le Lauragais, donc c'est des bourriques. Il va y avoir cet accent-là. On va prendre des techniciens d'ici, des acteurs et actrices d'ici, et on va faire la distribution de nous-mêmes. Donc on va vraiment faire comme une autopublication, mais en cinéma.
On va quand même le passer dans des cinémas officiels, hein. On va le passer dans tous les. J'ai appelé tous les cinémas de Narbonne jusqu'à Luchon, tous sauf un. Bizarrement, le cinéma d'arrêt d'essai de Toulouse, qui est censé prendre ce genre d'initiative, m'a dit bah, tu rêves, jamais on fera ça, etc. etc. Mais tous les autres ont accepté de le prendre, tu vois. Donc il y a ce projet qui intéresse beaucoup les gens pour le côté local, le côté investissement des gens, parce que je veux faire en sorte que ce soit le projet de tous ceux qui le font. Les gens vont pouvoir participer dans le Voilà ce que j'allais dire, une logique participative dans le voilà. financement, c'est pas la grosse production traditionnelle. Ils vont pouvoir ou se faire payer si jamais on arrive à avoir les moyens, mais ils auront l'option, s'ils veulent, de participer et de prendre le risque avec le projet pour que ce projet leur appartienne. Et tout le monde, hein, des gens du public peuvent financer le film, tu vois, des gens peuvent être producteurs de ça et toucher après sur toute la vie d'exploitation du film qui peut être très longue. Regarde, La Grande Vadrouille, ça passe encore, par exemple. Donc, bon, prétends pas arriver à ce niveau-là, mais ça peut générer de l'argent longtemps, un film. Non, de toute façon, c'est un investissement culturel. C'est une manière aussi de voir les choses et de donner du sens à, voilà, tant qu'à mettre de l'argent dans quelque chose, on n'est pas forcé non plus toujours de mettre de l'argent pour faire plus d'argent. On peut juste le Exactement. faire parce que ça nous semble être une bonne idée. Exactement. Et avec ça, l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier d'une espèce d'énorme machine qu'on veut créer, qui serait une façon de produire des films en Occitanie. C'est indépendante. On va faire un cinéma itinérant qui va aller dans toute la région, tu vois, qui va amener le cinéma aux gens. Les gens ne se déplaceront pas au cinéma, il va aller dans les villages et on va faire des projections, vendre Ça, des c'est une excellente idée. Oui, oui, ça va. DVD, Il y etc. a de la demande. Et voir si on peut amener le cinéma aux gens qui ne se déplacent plus pour aller le voir, tu vois. Et on va voir si on arrive à créer une espèce de troubadour du cinéma et une nouvelle façon et arriver à faire un second projet. J'aimerais bien faire Qui a tué ma poule. Du coup, le poulard, c'est vraiment une Le histoire. poulard. Bah, de Ouais, toute façon, la maison d'édition, en tant que structure indépendante, associative et tout ce que tu sais, soutiendra, oui, voilà, cette initiative-là côté cinéma, ne serait-ce que déjà, la maison, il y a un intérêt, évidemment, parce que plus de monde connaît l'histoire par le biais audiovisuel, plus ça peut ramener des gens vers le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais parce que de toute façon, je pense que là, entre structures indépendantes, il faut se serrer un peu les coudes et voilà, c'est dans le même esprit, dans un autre médium technique, mais dans le même esprit que ce pourquoi EAJ a été conçu à l'origine et la façon dont je l'ai organisé dans sa mentalité, sa philosophie de fonctionnement au quotidien. mais c'est Donc un esprit qui est dans l'air du temps, en plus. oui, ça permet dans cette société qui est quand même ultra à la fois anxiogène, qui nous pressurise, on est quand même en prison sur beaucoup d'aspects. Le chien s'énerve. Ça nous permet d'avoir des bouffées de, comment dire, d'espaces mentaux libres oui. dans lesquels on redonne nous-mêmes la valeur aux choses. Et ça, je Oui, pense que et c'est je crois important. que les gens, le consommateur, tu vois, que ce soit de livres ou de films ou de quoi que ce soit, ou de produits du terroir, hein, est vachement attiré par les démarches de. Je l'ai fait moi-même. Tu vois, quand tu vas chercher un saucisson, tu vas préférer le saucisson de l'artisan qui l'a fait dans sa cave, tu vois. En tout cas, tu vas être plus attiré par l'idée de ce saucisson-là que par l'autre. Oui, que par un truc sous plastique. Peut-être que tu Oui, préfères oui. l'autre au final parce qu'il aura raté son saucisson. C'est possible que ce soit un C'est artisan. possible, mais Mais ça m'étonnerait. oui, l'attirance, comme tu dis, la promesse n'est Ouais. pas la même. Mais la promesse n'est pas la Oui, même. oui. Et j'ai l'impression que les gens sont friands d'un retour à ce. Ils en peuvent plus quoi, de cette caste politique qui est intouchable, de ce genre qui reflète un air du temps un peu, tu vois. Une société en fin de décadence. Voilà, Mais ouais. c'est voilà, Et qui fait un qu'on sujet vaste à lui tout seul, oui. Exactement. Et qui fait qu'on revient un petit peu à. Moi, chaque fois que je raconte ce projet, ça suscite vachement d'intérêt.
Mais le projet suscite de l'intérêt, pas seulement le film. Le film, ils me disent, ouais, on a envie de le voir une Non, copie. la démarche. Voilà. La démarche et Regarde, la philosophie derrière. Oui, la oui. démarche est très intéressante, quoi. Et j'ai envie de la porter à bout parce que si je meurs sans l'avoir fait, tu vois, je le regretterai, je le sais. Donc, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Donc, Bah, écoute, ce que je te propose, c'est quand le dossier aura bien avancé, je sais que tu es en train de faire plein de choses dessus actuellement, mais voilà, il faut attendre les étapes à venir. Bah, tu reviendras pour en parler, oui, pour voilà, animer un petit peu tout ça, expliquer aux gens ce qu'il en est. ouais, ce Et qu'il a. puis dans l'intervalle, évidemment, je vais leur recommander à minima de lire les bourriques si ils ont envie de passer un excellent moment, de se changer les idées. Et puis voilà, pour tous les gens du Sud-Ouest, évidemment, qui sont passés à côté, encore plus, puisque ça va leur parler à plus d'un titre. Donc voilà, lisez les bourriques et lisez Oui, parce que Insight derrière. le livre sera plus complet que le film, évidemment. Forcément, on peut se permettre encore une fois plus de choses ne serait-ce que pour des questions financières. Donc Et puis, voilà, mais tu reviendras pour en parler, hein. Je pense que ça peut intéresser les gens de voir encore plus concrètement cet exercice de transposition, puisqu'en plus toi tu as fait un double aller-retour. C'est quand même assez rare pour être souligné entre le scénario d'origine, le livre, le nouveau scénario. il m'a C'est tordu la tête. spécial. Il m'a tordu la tête, d'ailleurs, cet Eh aller-retour. ben oui, mais bon, il y a donc des choses à raconter dessus. Ouais. Et je pense que cette démarche peut intéresser plein de gens pour, notamment tous ceux qui, comme nous, aiment plusieurs médias parallèlement pour des raisons complémentaires et passent de l'un à l'autre régulièrement, parce qu'ils y trouvent leur compte, à chaque fois. Donc, ce fameux exercice scénario en tant que point d'origine et point de sortie à nouveau, bah, ça vient compléter tout ce que moi je peux radoter ici sur cette chaîne autour de la fameuse structuration du récit. C'est pas pour rien qu'il y a ces passerelles, voilà, et Ah oui, oui. qu'on les retrouve dans cet exemple des bourriques. Et la structuration, elle est vitale. Il faut écouter, Merci de le dire, faut écouter Hélène. Elle est que plus, je sois pas la seule à radoter en permanence. elle est, Bah écoute, tu me tiendras au courant comme ça, tu reviendras pour faire le point dans quelque temps. J'ai hâte de savoir comment le projet va avancer concrètement. Et puis, bah écoute, ce que je vais faire, c'est te laisser le mot de la fin, puisque moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment à discuter avec toi moi de tous ces aussi. sujets. Et voilà, je te laisse conclure tout ça comme tu l'entends. Ben, c'est juste en donnant, merci pour l'invitation, c'était très sympa. Ça donne envie d'en faire davantage, parce que finalement, c'était comme une petite discussion, conversation. C'était sympa. Et qui peut fourmiller de plein de petits trucs et astuces. Je vous conseille tous d'aller voir tous les tutos qu'elle mentionnait. Je ne sais pas si Hélène, tu vas les mettre en lien dans la vidéo. Ils les ont dans des playlists sur la chaîne par catégorie, c'est tout retrouvable, mais je mettrai en avant Mais il quelques y a épisodes vraiment, éventuellement, oui. pour tous ceux qui veulent écrire des histoires, il y a vraiment une mine d'or là-bas à voir même avant de commencer l'histoire parce que tout est écrit, les démarches, tout est raconté. Et moi, je dirais que si on veut écrire des histoires, il faut en voir, en lire. Il faut il faut s'imprégner de plein d'histoires et en vivre aussi. Donc, Tout à fait, ça c'est une certitude. consommer des films et des livres. C'est un très très bon conseil pour terminer. Mais écoute, merci beaucoup Et d'avoir analyser, répondu analyser, présent, hein. Et et analysez-les. Et analyser, oui, bah oui, forcément, et d'autant plus quand les livres et les films en question sont un petit peu complexes. Ça vaut le coup de décortiquer le travail d'auteur ou de créateur qui se trouve en coulisses derrière. Et bah écoute, c'est sur ce bon conseil qu'on va se quitter, puisqu'on a passé pratiquement 2 heures ensemble. Donc pour une première, franchement, c'est un beau chiffre. Ouais. On a été loin. Je vais aller, J'espère que ce format va plaire aux gens. je vais aller manger du miel. Tu vas aller manger du miel. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir essuyé les plâtres avec moi, comme je le disais, pour ce nouveau format. Et puis, bah, à très bientôt pour la suite des aventures. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred. À Ciao. bientôt. Ciao. Merci à Frédéric pour la qualité de cet échange que j'ai beaucoup apprécié en ce qui me concerne. Alors j'espère que pour vous, c'est la même chose. Comme promis, petit sondage rapide, il vous suffit de répondre en commentaire pour me donner votre avis.
Est-ce que ce type de format vous plaît? Est-ce que vous y avez appris des choses? Est-ce que ça vous intéresse de découvrir d'autres auteurs de la maison d'édition un petit peu dans le même esprit, avec bien sûr des questions adaptées à l'univers de chacun? Est-ce que c'est même un exercice que vous aimeriez que j'étende à des auteurs hors EAJ, principalement des auteurs qui sont abonnés à la chaîne depuis des années et qui aimeraient profiter de cette plateforme pour partager leur travail, expliquer un petit peu ce qu'ils font autour du sujet de leur livre de façon générale. En fait, je ne me mets aucune barrière à ce stade. C'est une première, donc je peux tout à fait imaginer plusieurs types de déclinaisons. À vous de me le dire, de me mettre en commentaire votre avis. Est-ce que vous aimeriez participer à votre niveau par la suite? Il est évident que je vais d'abord commencer, si le format a du succès, avec les auteurs de la maison pour parler du travail qu'ils ont accompli à mes côtés, mais on peut aller beaucoup plus loin derrière et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc je compte sur vous pour les commentaires que vous me laisserez en réponse à cette question ouverte. De manière plus générale, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouvons très prochainement avec une autre vidéo EAJ ou tuto bar en fonction du planning. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes séances de lecture et d'écriture. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.